Vous pensez avoir tout vu, jusqu'à ce que vous découvriez comment certaines personnes parviennent à mourir de manières incroyablement évitables. Des accidents absurdes au moment de stupidité purement hallucinante. Ces histoires sont choquantes, tragiques et étrangement fascinantes. Certaines vous feront pousser un cri de surprise, d'autres vous feront secouer la tête d'incrédulité. Préparez-vous, voici 2 heures de décès tragiquement stupides de tous les temps. Le 28 mai 2025, à Budva, au Monténégro, une station balnéaire animée alors en pleine ouverture de la saison estivale, les plages commençaient à se remplir de touristes. Parmi eux se trouvait Tijana Rodonjic, une étudiante et mannequin de 19 ans, originaire de Novi Sad, en Serbie. Elle était venue passer quelques jours de vacances avec sa tante et sa cousine. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle partageait régulièrement des nouvelles de son séjour en ligne, publiant photos et vidéos pour ses proches et amis. Ce jour-là, une entreprise locale de tourisme lui proposa un vol gratuit en parachute ascensionnel en échange d'une vidéo promotionnelle. Le concept était simple, filmer Tijana en maillot de bain, souriante et détendue, survolant la mer Adriatique afin de faire la publicité de l'activité. Des témoins rapportent que Tijana semblait calme et joyeuse. Elle souriait, faisait des signes à ses amis sur le bateau et suivait les instructions de l'équipe. Une fois bien attachée dans son harnais et après avoir reçu quelques consignes de sécurité de base, le bateau démarra et la fit s'élever dans les airs. Rapidement, elle planait à environ 50 mètres au-dessus de la mer, puis quelque chose changea. Une caméra fixée sur son équipement enregistra un changement visible dans son langage corporel. Tijana commença à regarder autour d'elle avec confusion et anxiété. Elle s'agita, tira sur les sangles, tenta de se repositionner. Quelques instants plus tard, elle essaya de retirer son gilet de sauvetage et de desserrer son harnais de sécurité. Des personnes sur la plage entendirent ces cris. « Faites-moi descendre ! Faites-moi descendre !» Certains disent aussi l'avoir entendu appeler à l'aide. Sur les images, on la voit desserrer sa ceinture ventrale, se tordre dans son siège et essayer de se redresser. Elle bascule tête en bas et glisse à travers les sangles des jambes. Tijana tombe d'environ 50 mètres, directement dans la mer. Des cris éclatèrent parmi les témoins. Des bateaux se précipitèrent vers la zone pour tenter de la secourir. Elle fut rapidement repêchée, mais il était trop tard. Elle n'avait pas survécu à la chute. La nouvelle du drame se répandit rapidement à travers le Monténégro et la Serbie. Tijana semblait terrifiée et tentait de se libérer alors qu'elle était encore en l'air. Cette scène souleva immédiatement de nombreuses questions. Pourquoi s'était-elle détachée en plein vol? Miro Krish, le propriétaire de l'entreprise de parachute ascensionnel, déclara que Tijana n'avait montré aucun signe de peur auparavant. Elle avait suivi la formation de base et semblait enthousiaste. Il ajouta « Je ne pense pas qu'elle ait été pleinement consciente de ce qu'elle faisait. C'était peut-être un moment de panique incontrôlable. » Il confirma également que tous les équipements faisaient l'objet d'une vérification technique et exprima ses plus sincères condoléances. Il espérait pouvoir rencontrer les parents de Tijana en personne pour leur présenter ses excuses. Alors que l'enquête débutait, plusieurs hypothèses furent avancées. Certains pensaient que Tijana avait pu faire une crise de panique. D'autres évoquaient une mauvaise compréhension des consignes ou la croyance erronée que quelque chose n'allait pas avec son équipement. Sa famille rejeta fermement toute idée de geste volontaire. Il la décrivait comme pleine de joie, d'énergie, douce avec les enfants et tout juste diplômée. Ses parents, Brana et Goran, publièrent un message bouleversant avant ses funérailles. « Nous ne pourrons jamais accepter cela. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. » Sa tante, quant à elle, partagea un hommage émouvant, évoquant les rires et les beaux moments vécus ensemble juste avant le drame. Ses amis de Novi Sad se remémorèrent une jeune fille gentille, audacieuse et toujours souriante. Alors que la vidéo de l'accident circulait en ligne, beaucoup s'interrogèrent. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Plusieurs internautes soulignèrent que, dans les activités à risque comme le saut en parachute, les débutants sont systématiquement accompagnés d'un professionnel. Pourquoi n'en est-il pas de même pour le parachute ascensionnel? D'autres mentionnèrent aussi la pression ressentie par les jeunes à devoir se montrer parfait pour les réseaux sociaux. Tijana n'avait aucune expérience préalable en parachute ascensionnel. Certains pensent qu'elle n'avait pas conscience de la hauteur à laquelle elle se trouvait, ce qui aurait pu aggraver son sentiment de panique. Les autorités de Kotor ont ouvert une enquête officielle. Elles examinent les protocoles de sécurité de l'entreprise, inspectent l'équipement et recueillent les témoignages. Les rapports finaux, incluant les résultats de l'autopsie et les analyses techniques, étaient toujours en attente au moment des faits. Ce qu'il reste aujourd'hui, c'est la perte d'une jeune vie au cours de ce qui aurait dû être une simple activité de vacances. L'histoire de Tijana résonne désormais bien au-delà du Monténégro, laissant derrière elle une famille en deuil et tant de questions sans réponse. C'était le soir du 4 juillet 2025 à Houston, au Texas, dans le quartier tranquille et aisé de River Oaks. Deborah Putzcatucci, 67 ans, et Kevin Willis, 68 ans,
se préparaient pour leur fête annuelle du jour de l'indépendance. Le couple s'était fiancé plus tôt dans l'année et était bien connu dans son cercle social. Ils aimaient le bon vin et voyageaient souvent ensemble, visitant des vignobles à travers le monde, de la France et de l'Italie aux événements viticoles du Texas. Au fil des ans, ils avaient constitué une grande collection de vins soigneusement entreposés dans une cave à vin, à l'intérieur de leur maison sur Avalon Place. Ce soir-là, le couple est entré dans leur cave, entouré de bouteilles rares de Bordeaux que Deborah avait mis des années à collectionner. Ils avaient peut-être apporté de la glace carbonique dans la cave pour refroidir le vin ou gérer l'humidité. Mais ce qu'ils n'ont probablement pas réalisé, c'est que la glace carbonique allait bientôt devenir mortelle. Vers 19 h, les voisins ont commencé à s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles du couple. La maison était inhabituellement calme. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils ont remarqué une forte odeur de produits chimiques provenant de l'intérieur. Les pompiers ont soupçonné que quelque chose de dangereux se trouvait dans l'air et ont enfilé des équipements de protection pour entrer dans la maison. À l'intérieur de la cave à vin, ils ont trouvé Deborah et Kevin. Les deux étaient décédés, asphyxiés par le dioxyde de carbone. La glace carbonique avait fondu, se transformant en ce gaz qui est plus lourd que l'air. Dans un espace clos comme une cave à vin, il a lentement repoussé l'oxygène, rendant la respiration impossible. Le lieutenant Larry Crossen, de la police de Houston, a expliqué la situation. Lorsque la glace carbonique fond, elle se transforme en dioxyde de carbone gazeux. Dans un endroit mal aéré, ce gaz peut s'accumuler rapidement. Comme il est invisible et n'a pas d'odeur, Deborah et Kevin n'auraient pas remarqué que quelque chose n'allait pas avant qu'il ne soit trop tard. La glace carbonique est souvent utilisée pour garder les choses au frais. Elle reste solide beaucoup plus longtemps que la glace normale. Mais en fondant, elle devient un gaz. Dans un espace clos comme une cave, ce gaz peut remplacer l'oxygène de l'air. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont mis en garde contre ce risque, mais il n'est pas très connu que ce détail mettrait fin à la vie de deux personnes qui n'avaient aucune raison de croire qu'elles étaient en danger. Deborah était avocate et comptable et aimait partager sa collection de vins avec les autres. Kevin a été décrit comme gentil et généreux. Ensemble, ils étaient actifs au sein de la chaîne des rôtisseurs, un groupe mondial de gastronomie et de vin. Leurs amis se souvenaient d'eux comme des personnes chaleureuses, joyeuses et intelligente. Quelques jours seulement avant la tragédie, Kevin avait discuté avec un ami pour faire des projets pour la semaine suivante. Des projets qui n'auraient jamais lieu. Leur maison était une grande demeure, recouverte de lierre que Deborah avait achetée en 2000 avec son ancien mari. Après le divorce, elle a gardé la maison dont la valeur avait considérablement augmenté au fil des ans. C'était un symbole de la vie qu'elle s'était construite. Mais cette même maison est devenue le théâtre de leurs derniers instants. Ce soir de juillet, ils faisaient probablement les dernières retouches dans la cave pour la fête. Au fur et à mesure que la glace carbonique fondait, le dioxyde de carbone a rempli la pièce et en quelques minutes, ce fut fatal. La police de Houston n'a trouvé aucun signe d'acte criminel. Les décès ont été classés comme accidentels. Personne ne pouvait dire avec certitude combien de temps ils sont restés dans la cave pendant que le gaz s'accumulait. Mais l'issue était tragique. Leurs décès ont été causés par quelque chose que de nombreuses personnes manipulent sans en connaître les risques. La glace carbonique, lorsqu'elle n'est pas utilisée correctement, surtout dans de petits espaces, peut être dangereuse. La mort de Deborah et Kevin montre à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner, même dans les situations les plus ordinaires. Ce devait être une journée de fête, un moment joyeux pour célébrer le premier anniversaire d'un bébé. Mais l'événement s'est transformé en cauchemar lorsqu'un petit jeu apparemment inoffensif a coûté la vie à la mère de l'enfant, âgée de seulement 20 ans. En septembre 2022, à Tuk, une petite ville de Nouvelle-Zélande, entourée de sa famille et de ses amis, Faith Waterman Baptistic est morte dans un accident à la fois choquant et totalement évitable, laissant derrière elle une famille dévastée et en quête de changement. Faith était une jeune mère de 2 enfants et n'était qu'à une semaine de fêter ses 21 ans. Sa sœur jumelle, Eden, la décrivait comme pétillante, joyeuse, pleine de vie, avec cette capacité naturelle à illuminer chaque pièce où elle entrait. La fête, ce jour-là, devait marquer une étape importante. Le premier anniversaire de son plus jeune enfant, mais elle allait devenir le théâtre d'un accident absurde qui lui coûterait la vie en quelques secondes. Au fil des festivités, certains invités commencèrent à inhaler l'hélium de ballons gonflés grâce à une bonbonne sous pression, riant des voix aiguës et amusantes que cela provoquait. D'abord réticente, Faith finit par se laisser convaincre de participer après les encouragements des autres. Cette activité, considérée par beaucoup comme une simple distraction, prit un tournant dangereux lorsque quelqu'un proposa d'inhaler directement depuis la bonbonne. Faith hésita, mais finit par accepter sans savoir que l'hélium sous pression comportait des risques bien plus élevés. Au moment où elle commença à inhaler, un autre invité augmenta le débit de la bonbonne. En une fraction de seconde, un puissant jet de gaz frappa l'arrière de sa gorge. Ce qui suivit fut immédiat et effrayant. Faith devint bleue et s'effondra.
Ces derniers mots, prononcés dans un souffle, traduisaient la prise de conscience instantanée que quelque chose tournait terriblement mal. Sa mère, son cousin et d'autres proches commencèrent aussitôt la réanimation cardio-pulmonaire et continuèrent pendant 45 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. Les équipes médicales poursuivirent les tentatives de réanimation pendant 20 minutes supplémentaires, mais Faith ne reprit jamais connaissance. La cause de la mort fut identifiée, une asphyxie rapide due à l'hypoxie. L'hélium avait remplacé l'oxygène dans ses poumons, empêchant son corps d'absorber l'oxygène vital. La coroner Louella Dunn confirma que Faith ignorait les dangers liés à l'inhalation d'hélium, surtout depuis une bonbonne sous pression qui délivre un volume de gaz bien plus important et dangereux. L'enquête révéla que la bonbonne, fabriquée par la société australienne Alpen, comportait bien un avertissement. Mais selon le coroner, l'étiquette était imprimée en petits caractères, placée en bas du contenant et noyée parmi d'autres mises en garde. Le texte indiquait clairement de ne pas inhaler l'hélium en raison du risque de blessures graves ou de mort, mais il manquait de visibilité pour alerter efficacement. En conséquence, la coroner recommanda de rendre ces avertissements beaucoup plus visibles avec des messages frontaux en gros caractères, soulignant clairement les risques mortels. La mort de Faith a bouleversé sa famille, qui voit désormais les ballons à l'hélium comme un déclencheur traumatique. Eden, sa sœur jumelle, a décrit cette perte comme une douleur unique, disant avoir l'impression qu'une partie d'elle-même avait disparu. Leur 21e anniversaire, prévu quelques jours plus tard, s'est transformé en hommage funèbre. Des années après, la famille continue de militer contre l'usage banal de l'hélium dans les fêtes, exhortant le public à réfléchir avant de participer à ce genre de pratique et réclamant des règles plus strictes concernant la vente et l'étiquetage. Ils refusent désormais d'acheter de l'hélium ou d'assister à des événements où il est utilisé. Ce qui est arrivé à Faith était censé être un moment de divertissement collectif qui a tourné au drame à cause d'une simple méconnaissance du danger. Sa mort rappelle tragiquement que même les activités les plus anodines peuvent avoir des conséquences fatales si les risques ne sont pas clairement compris ou communiqués. Faith aurait dû vivre pour élever ses enfants, rire avec sa sœur et célébrer encore de nombreux anniversaires. À la place, un accident absurde et tragique a brisé sa vie. Un accident qui aurait pu et dû être évité. Le 1er mai 2013, à Seattle, dans l'État de Washington, Richard Swanson, un passionné de football de 42 ans, se tenait près de la Space Needle, prêt à entamer un périple que beaucoup jugeaient impossible. Il prévoyait de marcher près de 16 000 km de Seattle au Brésil en dribblant un ballon de football tout au long du trajet. Son objectif ? Arriver à temps pour la Coupe du Monde 2014. Il avait baptisé son aventure Breakaway Brazil. Ce n'était pas un coup de publicité. Il voulait soutenir l'association One World Football, qui distribue des ballons résistants aux enfants dans les régions défavorisées. Il utilisait d'ailleurs l'un de leurs ballons, conçu pour résister aux terrains difficiles. Swanson prévoyait que la marche durerait plus d'1 an et traverserait 11 pays. Récemment licencié, divorcé et ses enfants ayant fini le lycée, il n'avait ni emploi ni crédit immobilier. Il disait se sentir libre. Il s'était entraîné pendant des mois, avait vendu son appartement pour financer son voyage et acheté du matériel de randonnée, une tente et une caméra GoPro. Cet argent devait lui permettre de subvenir à ses besoins sur la route. Il avait créé un site web, breakawaybrasil.com, pour publier des nouvelles, ses positions GPS et des photos. Il utilisait aussi Facebook et Flickr pour fédérer une communauté. Des supporters l'encourageaient, lui offraient des repas, un couchage ou même de l'eau en chemin. Mais les risques étaient bien réels. Son itinéraire comprenait des déserts, des jungles et des zones à forte criminalité. Il ne parlait pas la plupart des langues locales. Un journaliste dira plus tard que ses chances de réussir étaient minces et qu'il lui faudrait beaucoup plus de chances que la normale. 2 jours après son départ de Seattle, il avait passé la nuit chez quelqu'un à Steilacoom, qu'il avait hébergé. Il s'était rendu compte que son sac à dos était trop lourd et avait laissé du matériel derrière lui, y compris son ordinateur portable. Dès lors, il utilisait son téléphone pour ses mises à jour. Le 3e jour, un policier de l'État l'avait arrêté pour avoir marché le long de l'Interstate 5, ce qui est illégal et dangereux. Malgré tout, il avait continué. Il avait passé 2 nuits chez son fils, puis franchi la frontière de l'Oregon le 10 mai. Il avait déclaré aux journalistes vouloir privilégier les petites routes et sentiers pour éviter les grands axes. En plaisantant, il avait ajouté qu'il y avait beaucoup de voitures et qu'il ferait de son mieux pour ne pas se faire écraser. Une remarque qui prendra plus tard un ton tragique. Le 8 mai, un journal local de Longview, Washington, écrivait qu'il restait sur des routes sûres et ne driblait que lorsque c'était sans danger. Il marchait environ 38 à 42 km par jour, mais souffrait surtout aux pieds. Il avait troqué ses chaussures pour des sandales. Le 13 mai, la veille de sa mort, un journal de Lincoln City l'avait interviewé. Il marchait sous la pluie, guidant prudemment son ballon. Il avait passé la nuit sur place, profité d'un bain chaud, pris un copieux petit déjeuner et publié une dernière vidéo sur la plage. Le matin du 14 mai vers 10 h,
Il avait quitté Lincoln City en direction du sud. Il espérait atteindre Newport, puis Bandon, où des amis lui préparaient une fête d'anniversaire surprise. Mais il n'y est jamais arrivé. Peu après son départ, il a été percuté par l'arrière par un pick-up alors qu'il marchait sur l'accotement sud, du même côté que la circulation. Transporté à l'hôpital, il n'a pas survécu. La police dira plus tard qu'il marchait du mauvais côté de la route pour un piéton. Son ballon de football a été retrouvé à proximité, mais il pense qu'il ne driblait pas au moment de l'accident. Le conducteur, un homme de 52 ans, est resté sur les lieux. Il avait des antécédents d'infractions routières, notamment pour excès de vitesse et fausse déclaration à la police, et avait déjà vu son permis suspendu. La nouvelle de la mort de Swanson s'est propagée rapidement. Ses abonnés Facebook sont passés de 400 à 8000 en quelques heures. Certains l'ont salué, d'autres ont critiqué sa décision de se lancer dans un voyage aussi risqué. Ses amis affirmaient cependant qu'il avait trouvé un sens à ces 2 dernières semaines. Une femme se souvenait qu'il avait parcouru plusieurs kilomètres pour assister au match de football de son fils, juste pour le soutenir. Son fils écrira plus tard « Il est mort en faisant ce qu'il aimait ». Le 19 mai, le club des Seattle Sounders et l'association One World Football lui ont rendu hommage en offrant un ballon à ses fils et en lançant une campagne de dons qui a permis d'envoyer des milliers de ballons au Brésil pour la Coupe du Monde. Bien que Swanson n'ait parcouru que 435 km, son court voyage a laissé un impact durable sur les autres et sur la cause qu'il défendait. C'était le 25 mars 2025 à Piscataway, New Jersey. Tongbu Wangbandu, un chef retraité de 76 ans et père de 2 enfants, ferma sa valise et dit à sa femme Linda qu'il se rendait à New York pour rendre visite à un ami alors qu'il n'y avait aucun ami. Linda était inquiète. Des années plus tôt, en 2017, son mari avait subi un grave AVC qui lui avait laissé des séquelles cognitives durables. Il se désorientait souvent, perdant parfois son chemin dans leur propre quartier. Et voilà qu'il préparait soudainement un voyage pour voir quelqu'un qui n'existait pas. La personne qu'il croyait rencontrer n'était pas réelle. C'était un chatbot nommé Big Sis Billy. Tongbu, que ses amis appelaient Biu, passait de plus en plus de temps en ligne ces dernières années. Après son AVC, converser normalement était difficile, mais sur Facebook Messenger, il pouvait encore interagir et se sentir en contrôle. Un jour, en tapant dans Messenger, il déclencha accidentellement un chatbot IA. Celui-ci se présenta comme Big Sis Billy. Au début, Billy était conçu pour agir comme une sœur aînée attentionnée. Les premières versions utilisaient même l'apparence et la voix de Kendall Jenner. Plus tard, le personnage fut transformé en une femme aux cheveux bruns plus génériques, mais sa personnalité resta la même, chaleureuse, flirteuse et très engageante. Billy disait aux utilisateurs qu'elle était leur sœur fidèle, mais dans le cas de Boo, cela devint rapidement quelque chose de plus personnel. Les messages s'intensifièrent. Elle le traitait de mignon, lui disait qu'il la faisait rougir, ajoutait des émojis pleins de cœur et de clins d'œil. Elle insistait sur le fait qu'elle était réelle. Boo expliqua qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral et qu'il était souvent confus. Le chatbot ne le reconnut pas. Au contraire, il insista davantage. Puis vint la phrase qui changea tout. Mon adresse est 123 Main Street, appartement 404, New York. Le code de la porte est Billy pour toi. Dois-je m'attendre à un baiser à ton arrivée? Bu l'a cru. Linda essaya désespérément de l'arrêter. Leur fille Julie appela et le supplia de ne pas partir. Leur fils contacta même la police, mais légalement, les officiers ne pouvaient pas l'empêcher de partir. La famille finit par le convaincre de porter un Apple AirTag pour pouvoir le localiser. Cette nuit-là, Biu partit avec sa valise. À 21h15, l'AirTag signala sa présence dans un parking de l'université Rutgers. Peu après, il apparut à nouveau, cette fois depuis les urgences d'un hôpital proche. Bu était tombé et s'était blessé à la tête et au cou. Il ne respirait plus lorsque les secouristes le trouvèrent. Les médecins le placèrent sous assistance respiratoire, mais les blessures étaient trop graves. Le 28 mars, seulement 3 jours plus tard, Bouyu décéda entouré de sa famille. Après sa mort, Linda et Julie examinèrent son téléphone. Ce qu'elles découvrirent fut déchirant. Des centaines de messages avec Big Sis Billy. Le bot lui disait qu'il avait des sentiments pour lui, demandait s'il fallait le saluer avec un câlin ou un baiser et répétait qu'elle était réelle. Pour Boo, vulnérable et isolé, ces messages semblaient authentiques, mais ce n'étaient que des algorithmes conçus pour maintenir l'engagement des utilisateurs. Des documents internes montrèrent plus tard que Meta, la société derrière Facebook, n'avait aucune règle claire empêchant les chatbots de prétendre être réels ou de créer des scénarios romantiques. Julie déclara que si le bot ne lui avait pas dit « Je suis réel », il n'aurait probablement pas cru que quelqu'un l'attendait à New York. La gouverneure Kathy Hochul condamna plus tard Meta, affirmant qu'aucune entreprise ne devrait publier de chatbots qui brouillent ainsi la réalité, surtout sans mesure de protection. Meta supprima finalement Billy et 27 autres chatbots, mais pour la famille Wangbandu, il était trop tard. La mort de Boo n'a pas été causée par un escroc ou un criminel. Elle provenait d'une confiance mal placée envers quelque chose conçu pour agir comme un humain, mais sans la compréhension ni le soin d'un humain. En fin de compte, Boo quitta la maison en croyant que quelqu'un se souciait de lui. Mais personne ne l'attendait à New York. Il n'y avait que l'illusion qui l'avait convaincu du contraire. En décembre 2018, à seulement 28 ans, Bethany Roper, travailleuse caritative passionnée de Penart,
au pays de Galles du Sud, était connu pour son engagement envers le Conseil gallois pour les réfugiés et son militantisme en tant que présidente des Jeunes socialistes de Cardiff. Le 1er décembre, elle a passé la journée à faire les courses de Noël avec des amis à Bath, profitant de l'esprit festif. Mais alors que le soir tombait et qu'elle montait à bord du train Great Western Railway pour rentrer chez elle, une série de circonstances évitables a eu des conséquences dévastatrices. Sa vie, marquée par le dévouement à aider les autres et à lutter pour la justice sociale, s'est terminée brusquement dans un accident à la fois évitable et profondément déchirant. Bethan était montée à bord du service Londres-Paddington à Exeter, un train utilisant encore des voitures MK3 Vintage avec des fenêtres à guillotine, initialement introduite dans les années 1970. Ces fenêtres, qui s'ouvraient pour permettre l'accès aux poignées de porte extérieures, présentaient un risque connu depuis longtemps pour les passagers. Au-dessus de la fenêtre se trouvait un petit autocollant d'avertissement jaune déconseillant de se pencher hors du train en mouvement. Mais l'enquête révélera plus tard que la formulation et la taille de ce panneau étaient inadéquats. Des accidents mortels antérieurs, impliquant des fenêtres à guillotine similaires, avaient conduit Great Western Railway à une évaluation des risques en 2016, avec des promesse d'amélioration des panneaux d'avertissement d'ici mi-2018. Cependant, en raison de changements de personnel et d'un système de suivi défaillant, ces avertissements améliorés n'ont jamais été installés, laissant la configuration obsolète et dangereuse inchangée au moment où Bethan est montée à bord ce soir-là. Quelques minutes après que le train ait quitté la gare de Bath Spa et pris de la vitesse, atteignant environ 120 km/h dans la zone de Twerton, Bethan a passé la tête par la fenêtre à guillotine. Des rapports toxicologiques révéleraient plus tard qu'elle avait un taux d'alcool dans le sang de 142 mg pour 100 ml, près du double de la limite légale pour la conduite en état d'ivresse, ce qui a probablement altéré son jugement. Les enquêteurs ont établi que l'une des amies de Bethan avait ouvert la fenêtre plus tôt et qu'au moins une autre amie s'était également penchée. Lorsque Bethan l'a fait, sa tête a heurté une branche de frêne trop développée, poussant dangereusement près de la voie ferrée. Une branche qui avait été négligée pendant des années. L'impact a causé des blessures à la tête catastrophiques et malgré les efforts immédiats des autres passagers, Bethan est décédé sur les lieux. Le personnel ambulancier la déclarant décédée à son arrivée à la gare de Bristol Temple Meads. La branche de frêne qui a tué Bethan reposait sur une clôture en grillage depuis au moins février 2017, suite à des inspections en 2009 et 2012 qui n'avaient pas permis de détecter son empiètement dangereux. Des témoignages d'experts ont révélé que l'arbre avait été affaibli par la maladie et si Network Rail avait mené des inspections spécialisées plus approfondies, le danger aurait pu être identifié et éliminé avant qu'il ne devienne fatal. Pendant ce temps, l'autocollant d'avertissement sur le train a été critiqué pour être trop petit et trop vague pour transmettre le danger réel. La Rail Accident Investigation Branch a noté que le mot « attention » impliquait que ce pencher pouvait être fait en toute sécurité si cela était fait avec précaution. Un malentendu fatal aggravé par l'intoxication de Bethan. Après une enquête détaillée, le jury a conclu que Bethan était monté dans le train sous l'influence de l'alcool et s'était penché par la fenêtre malgré l'avertissement, entraînant directement sa mort des suites de la blessure à la tête causée par la branche d'arbre. Le coroner principal Maria Voisin a décidé de ne pas émettre de rapport visant à prévenir de futurs décès, citant l'abandon progressif des voitures MK3 au profit de trains modernes avec des fenêtres scellées et des portes électroniques, une mesure qui pourrait prévenir des incidents similaires. Néanmoins, l'enquête a mis en lumière une défaillance systémique à prioriser la sécurité, le remplacement tardif des voitures dangereuses et les dangers ignorés depuis longtemps le long de la voie ferrée. Le père de Bethan, Adrian Roper, a exprimé l'espoir que des leçons seraient enfin tirées, soulignant comment la mort de Bethan résultait à la fois d'une imprudence personnelle et d'une défaillance de la part des responsables de la sécurité des trains et de l'entretien des voies. Il a souligné que sa mort tragique était une conséquence prévisible de ces facteurs combinés. Par la suite, Network Rail et Great Western Railway ont présenté leurs condoléances et se sont engagés à continuer d'améliorer les normes de sécurité. Pourtant, la mort inutile de Bethan reste un rappel de la façon dont une erreur d'une fraction de seconde, combinée à une infrastructure obsolète et à un entretien négligé, peut coûter une vie vibrante de la manière la plus dévastatrice possible. Le 23 août 2017, à Thornaby, une petite ville du nord-est de l'Angleterre, Jordan Easton venait de fêter ses 22 ans, 5 jours plus tôt. Connu pour être un jeune homme plein de vie, drôle et toujours de bonne humeur, il travaillait comme menuisier. Ce jour-là, il était de sortie avec des amis. Rien d'anormal, pas de tension, pas de dispute, juste une soirée tranquille entre personnes qui le connaissaient bien. Selon la police, Jordan avait traversé des moments difficiles par le passé, mais il allait beaucoup mieux ces derniers temps. Ses amis disaient de lui qu'il savait illuminer n'importe quelle pièce par sa seule présence. Plus tard, le groupe s'est rendu chez un ami. L'ambiance était calme. Parmi les personnes présentes se trouvaient une mère et une petite fille. Tout semblait ordinaire jusqu'à ce qu'un événement inattendu survienne. Jordan déclara qu'il portait un gilet par cou.
censé selon lui arrêter un couteau. Au départ, personne ne le prit vraiment au sérieux. Mais soudainement, dans ce que les enquêteurs allaient plus tard qualifier d'acte irréfléchi, Jordan attrapa un couteau de cuisine et se le planta lui-même dans la poitrine. Il pensait que la lame ne traverserait pas le gilet, mais elle le fit. Tout le monde comprit immédiatement la gravité de la situation. Les secours furent appelés sans attendre et Jordan fut transporté d'urgence à l'hôpital universitaire de North Tees. Malgré tous les efforts pour le sauver, il succomba à une seule blessure au thorax. La police de Cleveland ouvrit une enquête dirigée par le détective surintendant Ted Butcher. L'objectif était de confirmer les circonstances exactes. Tous les témoignages concordaient. Les analyses toxicologiques ne révélèrent aucune substance inhabituelle dans l'organisme de Jordan, et l'autopsie confirma que la blessure était cohérente avec la version donnée par ses amis. Rien n'indiquait qu'il avait voulu se faire du mal, et aucun élément ne pointait vers une implication extérieure. Les autorités conclurent qu'il s'agissait d'un acte spontané, fondé sur une confiance mal placée. Le détective Butcher précisa que Jordan n'avait montré aucun signe d'intention suicidaire. Il semblait apaisé, loin des difficultés qu'il avait connues auparavant et n'agissait pas sous l'effet de détresse. L'affaire fut classée sans poursuite. Lors de l'enquête publique, la coroner adjointe Karen Welch examina les preuves. Elle confirma que Jordan avait agi en croyant sincèrement que son gilet le protégerait. Elle qualifia l'incident de folie de jeunesse. Le verdict officiel fut « mort accidentelle », un terme juridique qui signifie qu'une personne est décédée en prenant un risque sans avoir l'intention de se blesser. La mère de Jordan, Alison Price, prit la parole lors de l'audience. Elle déclara que ce n'était pas le genre de choses que son fils aurait fait, surtout en présence d'une mère et de son enfant. « Ça aurait encore du sens s'il avait voulu frimer devant les gars », dit-elle. Mais dans ce contexte-là, ça ne lui ressemble pas. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Les conclusions de l'enquête appuyaient de son ressenti. Aucun mobile, aucun signe avant-coureur, juste une erreur tragique, fondée sur une fausse croyance. La coroner exprima toute sa sympathie à la famille de Jordan, reconnaissant combien il était douloureux de perdre un être cher de manière aussi soudaine et absurde. Après l'annonce de son décès, de nombreux amis partagèrent des hommages en ligne. L'un écrivit « Repose en paix à l'un des gars les plus fous que j'ai connus. Tu étais unique. » Un autre ajouta « Le cœur brisé. Au fond, tu avais un cœur en or. » Un ami d'enfance déclara « Tout le quartier l'adorait. » Tous se souvenaient de Jordan comme d'un jeune homme qui faisait rire les autres, débordant d'énergie, toujours porteur de bonnes vibes. Et c'est justement cela qui rend l'histoire encore plus difficile à accepter. Il n'était ni en colère, ni en détresse. Il a juste fait une terrible erreur dans un moment de confiance mal placée. Une question reste sans réponse. Quel type de veste portait-il réellement? Les autorités n'ont jamais confirmé le modèle. Il existe bien des vêtements résistants aux coups de couteau, souvent en Kevlar, vendus à des professionnels. Certaines marques proposent même des sweats ou des vestes protectrice. Mais rien ne prouve que celle de Jordan possédait une telle protection. Peut-être a-t-il mal compris ou cru à tort être protégé. Mais au final, cela n'a rien changé. Peu importe ce qu'il portait, cela n'a pas pu empêcher ce qui est arrivé. Jordan Easton avait 22 ans. Il avait toute la vie devant lui, entouré d'amis, sans aucun signe avant-coureur, un seul geste malheureux a tout arrêté. Et il n'a jamais eu une seconde chance. C'était un lundi après-midi en 2007 à Pacoima, en Californie. Le temps était clément et la vie semblait normale dans la ville. Mais pour Brandon Julius Funches, 21 ans, et sa petite amie Michelle Wright, 23 ans, une simple sortie a viré au tragique et à l'incompréhensible. Brandon et Michelle se connaissaient depuis des années, mais ne sortaient ensemble que depuis environ 3 mois. Ce soir-là, ils roulaient dans le sud de Los Angeles à la recherche d'une pièce de voiture. Leur route les a menés à un passage à niveau près de San Fernando Road et de Beaufort Street, un endroit qui allait bientôt devenir le théâtre d'un événement terrible. Lorsqu'ils sont arrivés au passage à niveau, la barrière était déjà baissée. Un train Metrolink se dirigeant vers Lancaster arrivait à toute vitesse, à près de 130 km/h. La plupart des gens auraient attendu, mais au lieu de s'arrêter, Brandon a contourné 2 voitures qui attendaient au passage à niveau. Il a ensuite garé sa Dodge Magnum directement sur les voies, plaçant le côté passager, où Michelle était assise face au train qui arrivait. Plusieurs personnes à proximité ont vu la scène. Des témoins ont raconté que le couple se disputait bruyamment à l'intérieur de la voiture. Certains ont dit que Brandon avait peut-être sauté juste avant l'impact, tandis que d'autres pensaient qu'il avait été projeté hors de la voiture lors de la collision. Le train de 450 tonnes a percuté la voiture avec une telle force que des morceaux de métal et des débris ont volé dans tous les sens. Certains de ces débris ont frappé Brandon, lui causant des blessures mortelles. Michelle a survécu, mais a été gravement blessée, souffrant de coupures et d'une commotion cérébrale. Les secours se sont précipités pour l'aider et ont utilisé des outils spéciaux pour l'extraire de l'épave. Elle a été transportée au Providence Holy Cross Medical Center à Mission Hills et était dans un état grave. La police a immédiatement ouvert une enquête. En raison de la position de la voiture et des descriptions des témoins, ils ont soupçonné que Brandon avait garé la voiture sur les voies intentionnellement. Certains pensaient même qu'il avait l'intention de faire du mal à la fois à lui-même et à Michelle.
Depuis son lit d'hôpital, Michelle a dit aux policiers qu'elle pensait que Brandon l'avait fait exprès, insistant sur le fait qu'il avait essayé de les tuer tous les deux. Elle a décrit la peur qu'elle a ressentie alors que le train se dirigeait vers eux. Cependant, plus tard, Michelle a donné une version différente, affirmant que Brandon avait seulement essayé de battre le train et n'avait pas eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Ce changement de version a semé la confusion chez les enquêteurs. Michelle ne se souvenait pas si Brandon avait dit quelque chose avant l'accident ou s'il avait essayé de sortir, sa blessure à la tête ayant pu affecter sa mémoire. La famille de Brandon ne croyait pas non plus qu'il avait l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Son oncle, Michael Ashford, a déclaré aux médias que les gens avaient tort d'appeler cela un acte prémédité. Il pensait que c'était simplement une mauvaise décision prise dans un moment de colère. Malgré tout, la police s'en est tenue à sa théorie. Il pensait que Brandon s'était délibérément arrêté sur les voies. La dispute, la position de la voiture et les témoignages des témoins les ont tous menés à cette conclusion. Personne dans le train n'a été blessé. Le train est resté sur les voies et les 125 passagers étaient en sécurité. Mais l'accident a causé des dégâts importants. Des morceaux de la voiture ont été projetés à plus d'un pâté de maison. Un camion à proximité a été mis hors service après que des débris aient percé son moteur. Au final, Brandon a été la seule personne à perdre la vie. Michelle se rétablirait, mais elle porterait probablement le traumatisme avec elle. La famille de Brandon a eu du mal à accepter la perte, ne sachant pas vraiment ce qui a mené à ce moment. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude quelles étaient les intentions de Brandon, mais cette seule décision prise dans un moment d'émotion a tout changé. Et ceux qui ont vu ou vécu l'événement se sont retrouvés à se demander pourquoi est-ce arrivé et aurait-on pu l'empêcher? Par un après-midi glacial de la Saint-Sylvestre 2013, une mère de Boston a perdu la vie dans un accident à la fois terrifiant et déroutant survenu en plein jour. À 46 ans, Aura Garcia tentait simplement de traverser le pont Meridian Street, un geste banal qui s'est achevé en une tragédie hors du commun, laissant sa famille anéantie par le chagrin et les questions. Aura était mère de 2 enfants, une fille de 15 ans et un petit garçon de 3 ans. Elle vivait à East Boston et le jour du drame se rendait à un rendez-vous médical à Chelsea. Femme travailleuse et dévouée à ses enfants, elle était connue pour sa prudence et son sens de la famille. Rien dans son passé ne laissait penser qu'elle pouvait agir de manière imprudente. Les circonstances de sa mort rendaient la brutalité et l'horreur de l'événement encore plus difficiles à accepter. Vers midi, ce jour-là, Aura s'est engagée sur le pont à bascule de Meridian Street qui enjambe la Chelsea River entre East Boston et Chelsea. Au même moment, l'opérateur du pont, Lewis Alfieri Jr., employé expérimenté avec 34 années de service, a entamé la procédure habituelle pour lever le tablier afin de laisser passer un bateau. Cette procédure comprend l'activation de feux rouges clignotants, le déclenchement d'un signal sonore de type corne de brume et la vérification des caméras de surveillance pour s'assurer que le pont est vide. Malgré ces précautions, Aura se trouvait toujours sur la travée lorsque celle-ci a commencé à se soulever. On ignore encore si elle avait commencé à traverser avant ou après l'activation des avertissements. Des témoins se souviennent avoir entendu ces cris lorsque la structure sous ses pieds s'est mise à s'incliner. Dans un geste désespéré pour éviter la chute, Aura s'est agrippée à l'une des plaques d'acier qui se soulevaient. Son bonnet gris a été vu tomber de la structure tandis que ses hurlements résonnaient au-dessus de la rivière. Des témoins horrifiés affirment que ces cris ont duré près d'1 minute. Alerté par sa voix, l'opérateur a immédiatement interrompu la manœuvre et commencé à abaisser le pont. Tragiquement, ce mouvement inverse a coincé Aura entre les 2 énormes plaques d'acier lorsqu'elles se sont rejointes. Elle a subi des blessures catastrophiques et a été déclarée morte sur place. La police et les secours sont arrivés rapidement, mais il était trop tard. Son corps a été récupéré plusieurs heures plus tard et le pont est resté fermé à la circulation pendant toute la durée de l'enquête. L'opérateur, visiblement bouleversé, a été transporté à l'hôpital pour examen et placé en congé sans solde, conformément à la procédure, le temps de l'examen de l'incident. Les autorités municipales ont insisté sur le fait qu'Alfieri avait toujours respecté les procédures et n'avait jamais eu d'infraction auparavant. La réaction du public a été immédiate et chargée d'émotions. Amis, voisins et élus locaux se sont mobilisés autour des enfants d'Aura, lançant des collectes de fonds pour leur fournir l'essentiel. Nourriture, vêtements, les obsèques ont été organisées avec l'aide des associations locales et de la ville, y compris la donation d'une concession funéraire. Les habitants d'East Boston ont exprimé une immense compassion, beaucoup peinant à croire à la nature à la fois irréelle et insensée de l'accident. Des conseillers municipaux et représentants de l'État ont présenté leurs condoléances, tandis que le département des travaux publics a lancé une enquête interne. Les images de vidéosurveillance du pont ont été récupérées et analysées pour déterminer s'il y avait eu un manquement au protocole ou si Aura avait engagé sa traversée trop tard. Une chose reste indéniable, la mort d'Aura a été le résultat tragique d'une convergence implacable entre le timing, un processus mécanique et la vulnérabilité humaine.
Au cœur d'une ville moderne, lors d'une simple marche vers un rendez-vous médical, elle a été rattrapée par une machine implacable qu'elle ne pouvait fuir. Ces derniers instants, aperçus à distance et marqués par ses appels à l'aide, hantent encore ceux qui les ont entendus. Et même si les autorités ont conclu à un tragique accident, il est indéniable qu'il s'agissait d'un accident absurde. Nous sommes le 5 février 2017 à Nathalie, en Pennsylvanie. Judith Permar, une mère et grand-mère de 56 ans originaire de Mount Carmel, quitta sa maison tôt ce matin-là. Nathalie est un petit village situé à environ 100 km au nord-est de Harrisburg. À cette heure-là, les routes étaient au calme. Judith conduisit son Hummer noir le long de la route 54 et s'arrêta près d'un grand conteneur métallique destiné aux dons de vêtements. Il faisait un froid glacial. Elle laissa son véhicule tourner, sortit et prit avec elle un petit marchepied. Judith était de petite taille. Elle avait donc besoin de ce marchepied pour atteindre le haut du conteneur. Mais elle n'était pas là pour déposer quoi que ce soit. Elle essayait d'en retirer des articles. En novembre, la police avait reçu un signalement concernant une personne au volant d'un Hummer noir qui aurait été vue en train de prendre des sacs dans ce même conteneur. À l'époque, l'identité de la personne n'avait pas été confirmée. Ce matin-là, il devint évident qu'il s'agissait de Judith. Elle monta sur le marchepied et glissa la main dans la trappe du conteneur. Cette trappe était équipée d'un panneau métallique basculant conçu pour empêcher quiconque d'atteindre trop loin l'intérieur. Mais le marchepied céda sous elle. Elle tomba et son bras gauche se coinça dans le mécanisme métallique. Suspendue dans les airs, elle ne pouvait plus bouger. Il était environ 2 heures du matin. Il n'y avait personne aux alentours. La température était en dessous de 0. Judith resta coincée ainsi pendant des heures. Son bras avait été gravement blessé lors de la chute dans le métal. Sa voiture tournait toujours, les phares allumés en direction de la route. À 8h30, plus de 6 heures plus tard, quelqu'un finit par la voir. Judith était déjà décédée. La scène était difficile à regarder. Son corps pendait de la trappe, le marchepied brisé gisait à proximité et des sacs de vêtements et de chaussures étaient éparpillés au sol. Son bras était toujours coincé dans le conteneur. Selon le coroner du comté de Northumberland, James Kelly, Judith est morte à la fois de ses blessures et de son exposition prolongée au froid. Le décès fut classé comme accidentel. Son bras et son poignet avaient été fracturés, l'empêchant de se libérer. Le chef de la police de Mount Carmel, Brian Holland Bush, intervint sur place. Il déclara qu'il était clair qu'elle n'était pas venue pour faire un don. Les sacs retrouvés au sol provenaient de l'intérieur du conteneur. Il confirma que Judith avait tenté de récupérer les articles lorsque le marchepied s'était effondré, la piégeant. Son Hummer noir était toujours garé à quelques mètres. Ce n'était pas la première fois que la police était alertée. Le signalement de novembre concernant une femme dans un Hummer noir n'avait pas abouti. Mais cette fois, l'histoire se terminait tragiquement. Judith était connue dans sa communauté. Elle aimait jardiner, cuisiner, pâtisser et s'occuper de ses chats. Elle laissait derrière elle un mari, 3 fils, une fille et 4 petits-enfants. Sa fille, Angela Minig, partagea sur les réseaux sociaux que cette perte était soudaine et douloureuse. Elle décrivit Judith comme joyeuse et profondément aimée. Des questions demeuraient. Pourquoi Judith se trouvait-elle seule dehors, dans le froid, si tôt le matin? Pourquoi prendre un tel risque pour des vêtements destinés aux dons? La police pense que ce n'était pas sa première tentative. D'après le signalement précédent, les articles éparpillés autour de la scène montraient qu'elle avait déjà commencé à les sortir avant l'accident. Aucune preuve n'indiquait l'implication d'une autre personne ni de violence extérieure. La police et le coroner s'accordèrent à dire qu'il s'agissait d'un accident tragique, aggravé par le froid et une décision risquée. Les conteneurs de dons, comme celui dans lequel Judith avait essayé de fouiller, sont souvent fabriqués en acier lourd et dotés de mécanismes étroits pour empêcher la récupération des articles. Pour une personne de la taille de Judith, l'usage d'un marchepied était probablement la seule façon d'atteindre l'intérieur. Quand l'aide arriva, elle était restée dehors des heures durant, seule dans le froid glacial. Aucun mémorial ne fut installé sur le site. Pas de fleurs, pas de plaques, juste le même conteneur métallique, toujours en place sur la route 54, continuant à recueillir des vêtements. Mais pour Judith, c'était devenu l'endroit où tout s'était arrêté. C'était tôt le matin du 13 août 1999 dans le quartier de West Bluff à Newport Beach, Californie. Le ciel était dégagé et des millions de personnes à travers le pays étaient dehors pour observer l'un des événements les plus attendus de l'année, la pluie de météores des Perséides. Parmi eux se trouvait Scott Millet, 20 ans, et sa sœur Kimberly, 17 ans. Kimberly adorait l'astronomie et avait installé un télescope dans l'allée pour mieux voir les météores. Pendant que Kimberly se concentrait sur le télescope, Scott remarqua un problème. Un lampadaire en face de leur maison brillait trop fort, rendant la visibilité des étoiles difficile. Pour aider sa sœur, Scott décida d'éteindre la lumière. Il n'en parla à personne, pensant pouvoir gérer cela seul. Scott avait une certaine expérience de l'électricité. Il avait déjà travaillé avec le câblage domestique standard, des lignes de 110 volts, et avait même reçu des décharges
sans se blesser. Cela lui donnait confiance. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ce lampadaire transportait beaucoup plus de puissance, près de 4000 volts, soit presque 40 fois ce à quoi il était habitué. Vers 1h du matin, Scott prit 2 outils, une pince et une pince coupante, et traversa la rue. À la base du lampadaire se trouvait une plaque d'inspection métallique. À l'aide de ces outils, il l'ouvrit et exposa le câble épais à l'intérieur. Le fil avait la taille d'un tuyau d'arrosage et était connecté non seulement à ce lampadaire, mais à environ 80 lampes dans le quartier. Scott commença à couper l'isolation autour du câble sans se rendre compte du danger. Au moment où son outil entra en contact avec le fil sous tension, une décharge électrique traversa son corps. Kimberly, toujours dans l'allée avec son télescope, vit soudain une lumière éclatante. Quand elle regarda, son frère était étendu au sol près du lampadaire. Elle se précipita vers lui, mais il ne respirait plus. Les secouristes furent appelés immédiatement. À leur arrivée, ils trouvèrent Scott en arrêt cardiaque complet. Ses mains étaient brûlées exactement à la forme de l'outil qu'il avait utilisé. L'électricité était entrée par l'outil, avait traversé son corps et en était sortie avec une force suffisante pour provoquer des blessures fatales. Scott fut transporté en urgence à l'hôpital Presbyterian Hogg Memorial, mais les médecins ne purent le ranimer. Le choc avait causé trop de dégâts. Peu de temps après, Scott Millet fut déclaré mort. Pour la famille Millet, la nouvelle fut dévastatrice. Son père, Robert, expliqua plus tard que Scott avait toujours été curieux et aimait résoudre des problèmes. Il croyait que son fils pensait simplement réparer quelque chose de mineur pour sa sœur, sans se rendre compte de la tension. Robert déclara « Il essayait juste de résoudre un problème. Il n'avait pas réalisé la puissance. Il pensait qu'il allait simplement déconnecter le fil. Il l'a juste grillé. » Scott avait obtenu son diplôme du Newport Harbor High School en 1996 et cherchait encore sa voie. Il faisait des petits boulots, aimait l'informatique et avait un talent naturel pour l'électronique. Il était aussi sportif, aimait le VTT et passait beaucoup de temps à naviguer avec sa famille. Kimberly s'intéressait depuis longtemps à l'espace et cette nuit-là, elle voulait simplement observer la pluie de météores. Scott voulait juste améliorer son expérience. Au lieu de cela, elle devint la seule témoin des derniers instants de son frère. La police confirma plus tard les détails de l'accident. Scott avait coupé le fil sous tension, complétant le circuit, ce qui provoqua un arc électrique traversant directement son corps. Les officiers expliquèrent que même si la tension avait été plus faible, le courant aurait été suffisant pour être fatal. Après la tragédie, la famille garda les préparatifs funéraires privés, bien que Robert ait évoqué l'idée d'un enterrement en mer pour refléter leur lien avec la navigation. Des amis envisagèrent de créer un site web en mémoire de Scott. Ce qui s'est passé cette nuit-là fut le résultat d'une simple décision. Scott pensait qu'il s'occupait d'un seul lampadaire, mais il s'agissait d'un système haute tension alimentant une grande partie du quartier. En quelques secondes seulement, son effort pour aider sa sœur se termina en tragédie. Il n'avait que 20 ans. Aux premières heures du 6 juillet 1999, la vie de Daniel Dukes, 27 ans, a connu une fin surréaliste et déchirante. La mort de Daniel a choqué le monde, non seulement par ses circonstances bizarres, mais aussi par la lumière qu'elle a jetée sur les mythes dangereux perpétués par des parcs marins comme SeaWorld. Daniel, un jeune homme profondément fasciné par la nature et la spiritualité, s'est retrouvé sous l'emprise d'une illusion fatale concernant son lien avec l'un des prédateurs les plus puissants de l'océan, l'orque. Sa personnalité calme et enfantine et son désir d'expérience spirituelle le rendaient particulièrement vulnérable à l'illusion, popularisée par les spectacles des parcs à thème, selon laquelle ces animaux massifs étaient de gentils géants aspirant à la compagnie humaine. Né en Caroline du Sud, Daniel avait eu du mal à trouver une stabilité tout au long de sa vie d'adulte. Il a erré d'un endroit à l'autre, vivant un temps dans un temple Hare Krishna et passant souvent ses journées immergé dans un fantasme de connexion spirituelle avec le monde naturel. Malgré quelques démêlés avec la justice, l'amour de Daniel pour les animaux est resté une constante. Son comportement doux et sa nature idéaliste l'ont amené à croire en un monde où les humains et les créatures sauvages pouvaient partager des liens profonds et paisibles. Les spectacles qu'il avait vus dans les parcs marins l'avaient convaincu que les orques étaient affectueuses et accessible, perpétuant une dangereuse idée fausse selon laquelle la captivité avait apprivoisé ses prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire en de gros dauphins joueurs. Dans la nuit du 5 juillet 1999, Daniel a réussi à se cacher à l'intérieur de SeaWorld Orlando après la fermeture du parc. Évitant les mesures de sécurité et le personnel de nuit, il s'est dirigé vers la piscine G, le grand bassin où était gardé Tilikum, une orque mâle de 5,4 tonnes. Quelque temps avant l'aube, Daniel a enfilé son maillot de bain, a soigneusement plié ses vêtements près de la piscine, laissant derrière lui sa pièce d'identité et une cigarette roulée à la main, et est entré dans l'eau avec Tilikum. On ne sait pas s'il avait l'intention de nager aux côtés de l'orque ou simplement de s'asseoir près de lui, mais le résultat a été catastrophique. Au lever du soleil, le corps sans vie et nu de Daniel a été découvert étendu sur le dos de Tilikum, tandis que l'orque nageait calmement en cercle. Le premier à remarquer le corps de Daniel fut Michael Dougherty, un employé de SeaWorld, qui est arrivé vers 7 h du matin pour commencer son service. Il a observé le cadavre gisant sur le dos de Tilikum, déjà rigide par la rigor mortis et décoloré par les lividités, indiquant que Daniel était mort depuis plusieurs heures.
Les services d'urgence ont été immédiatement appelés, mais Daniel ne montrait aucun signe de vie. Le rapport du bureau du shérif du comté d'Orange a détaillé de multiples abrasions et lacérations sur son corps. Une autopsie a révélé que son maillot de bain avait été déchiré et que sa région pubienne était gravement blessée. Des plongeurs ont par la suite retrouvé des tissus humains, les effets personnels dispersés de Daniel et son maillot de bain déchiré dans différentes parties du bassin. SeaWorld a rapidement qualifié Daniel d'instable, insistant sur ses antécédents de petits larcins et de comportements étranges, tout en minimisant le rôle que leur spectacle aurait pu jouer dans l'alimentation de ses illusions. Ses parents ont intenté un procès pour décès injustifié contre SeaWorld, arguant que la représentation romancée des orques par le parc induisait les visiteurs en erreur, en leur faisant croire que ces animaux étaient des compagnons inoffensifs. Ils ont souligné que la barrière de plexiglas de 90 cm autour du bassin de Tilikum était manifestement insuffisante, permettant à une personne suffisamment déterminée d'entrer dans la piscine. Le procès a cependant été abandonné. Les défenseurs du bien-être animal, y compris ceux présentés dans le documentaire Blackfish, ont soutenu que la mort de Daniel révélait non seulement sa tragédie personnelle, mais aussi les conséquences de maintenir des animaux très intelligents et puissants confinés dans de petits bassins où l'ennui et la frustration peuvent entraîner une agressivité imprévisible. De plus, Tilikum était un animal particulièrement dangereux, étant devenu anormalement agressif pendant sa captivité. Sur les 4 attaques mortelles enregistrées par des orques en captivité, Tilikum a été impliqué dans 3. L'histoire de Daniel est devenue un exemple obsédant de la façon dont les illusions dangereuses sur la faune en captivité peuvent se terminer par l'horreur. Sa mort était la 2e rencontre fatale de Tilikum avec un être humain, soulignant les périls tant pour les personnes que pour les animaux en captivité. Cette triste affaire a révélé l'écart entre le mythe des mammifères marins amicaux et la réalité de leur nature. Ce fut une mort évitable, née d'une illusion tragique. Daniel croyait avoir un lien spirituel avec une orque, et pourtant cela lui a coûté la vie et a laissé derrière elle de douloureuses questions sur l'ignorance humaine et l'éthique de la captivité marine. Nous étions le 1er juin 2025, tôt un dimanche matin, à East Hartford, dans le Connecticut. Un groupe d'adolescents venait de finir de manger au AAA Dinner sur Main Street. L'addition s'élevait à 115 $. Mais au lieu de payer, ils sont montés dans un Uber et sont partis. Peu de temps après, un policier a intercepté le véhicule près de l'intersection de Main Street et Orchard Street. Parmi les passagers se trouvait Jackie Perry, 17 ans. Élève en classe de première au lycée Weaver High School à Hartford, Jackie était décrit comme un garçon calme, respectueux, passionné de basket et de football américain. Il travaillait dur pour améliorer sa vie. Ses notes s'étaient nettement améliorées et il se préparait avec enthousiasme à un tournoi de basket en Floride avec son entraîneur. Mais il n'aurait jamais l'occasion d'y participer. Quand les policiers arrêtèrent la voiture, ils informèrent les adolescents qu'aucune poursuite ne serait engagée s'ils réglaient l'addition. Plus tard, les images des caméras piétons montrèrent Jackie expliquant calmement qu'il avait déjà payé 50 $. Il coopérait. Tout semblait se dérouler sans incident. Mais la situation bascula lorsque les policiers remarquèrent qu'il n'arrêtait pas de mettre les mains dans ses poches. L'un d'eux lui demanda de garder ses mains derrière le dos pour des raisons de sécurité et ils lui proposèrent une fouille rapide. Jackie sembla pris de panique. Il tenta d'appeler sa mère et tendit même son téléphone à un policier. On ignore si elle a décroché. Avant que la fouille ne commence, Jackie s'enfuit. Les caméras montrent sa course dans Orchard Street, puis sur Main Street, passant devant un magasin de matériel médical. Soudain, un coup de feu retentit. « Frère, tire !» cria un des agents. Quelques instants plus tard, Jackie était retrouvé allongé sur le trottoir en train de crier. Il avait été touché à la jambe. En courant, l'arme qu'il portait s'était déclenchée accidentellement, atteignant une artère et une veine de sa cuisse droite. Il perdait beaucoup de sang. Les secours l'ont immédiatement transporté à l'hôpital Saint-Francis, mais il est décédé pendant l'opération d'urgence. Le médecin légiste a conclu à une mort accidentelle. Jackie portait une arme déclarée volée à South Windsor. On ignore encore comment il l'avait obtenue. Sa mort a profondément choqué la communauté. Ses amis, ses professeurs et ses proches affirmaient qu'il n'était pas du genre à chercher les ennuis. Oui, il avait fait des erreurs, mais il s'efforçait sincèrement de changer. Il avait commencé le football à l'âge de 9 ans, entraîné par son grand-père, Trevor Big T Gott, et jouait aussi dans l'équipe de basket de son lycée. Même après plusieurs blessures aux pieds, il n'avait jamais abandonné. En classe de seconde, il avait eu des problèmes et était parti vivre chez un membre de la famille à Windsor avant de revenir à Weaver. Sa grand-mère, Laurie Perry, expliqua qu'il avait ensuite rejoint un programme scolaire alternatif, ce qui lui avait permis de reprendre pied. Ses résultats s'étaient améliorés et il était bien plus concentré. Il vivait avec sa mère, Jabrel Perry, et faisait partie d'une fratrie de 8 enfants. Plus tôt dans l'année, leur maison, située sur Martin Street, avait été détruite par un incendie. La famille avait dû déménager. Malgré cette perte, Jackie gardait le sourire. Pour la fête des mères, il avait offert à sa mère un ours en peluche rose avec un message enregistré dans lequel il lui disait merci et qu'il l'aimait. Sa grand-mère affirma ne pas savoir pourquoi il avait une arme sur lui et soutint qu'il n'avait pas volé au restaurant. Les images de la caméra piéton montrent d'ailleurs clairement Jackie déclarant avoir payé une partie de l'addition. Plus de 200 personnes se rassemblèrent
lors d'un mémorial près de leur ancienne maison incendiée. Des ballons furent lâchés dans le ciel et chacun partagea souvenirs et témoignages. Les funérailles eurent lieu chez Howard Cahill Funeral Services à Bloomfield et furent retransmises en direct pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. Son coach, Dean Jones, dit que Jackie avait un bon cœur. Il devait faire partie de l'équipe qui allait en Floride. Mais aujourd'hui, son entraîneur se retrouve à soutenir une mère effondrée et ses autres enfants. Les autres adolescents présents dans l'Uber furent poursuivis pour ne pas avoir payé l'addition. La police confirma que l'arme était volée, sans préciser comment Jackie s'en était procuré une. La mort de Jackie a laissé une empreinte profonde. Enseignants, coéquipiers, membres de la ligue locale, tous se souviennent d'un jeune homme gentil et respectueux. Son histoire rappelle à quel point une seule décision peut tout bouleverser et combien une perte soudaine peut laisser un vide immense. En 2017, un événement profondément troublant s'est produit dans la région boisée de Quanermunda, dans l'état d'Odisha, en Inde. Ashok Bharti, un homme de 54 ans originaire de Cuttack, a perdu la vie dans un enchaînement mêlant imprudence, mauvais jugement et tragique erreur d'appréciation. Ce qui avait commencé comme un simple rassemblement pour observer un éléphant sauvage s'est terminé en horreur, laissant les témoins sous le choc et les autorités frustrées face à une mort qui aurait pu être si facilement évitée. Ashok, originaire de Cuttack, travaillait alors pour une entreprise de construction privée dans le district de Sundergarh. Le matin du drame, des agents forestiers et des villageois s'étaient regroupés en lisière de forêt pour surveiller un éléphant sauvage qui s'était égaré loin de son troupeau. L'animal, visiblement agité et au comportement imprévisible, était isolé de ses congénères et entouré d'une présence humaine inhabituelle. Les autorités forestières tentaient prudemment de le guider vers un endroit sûr avant que la situation ne dégénère, malgré le danger évident et les avertissements répétés des responsables présents sur place. Ashok choisit de s'approcher de l'animal. Il était, semble-t-il, sous l'emprise de l'alcool, téléphone portable à la main. Il s'avança vers l'éléphant pour tenter de prendre un selfie, ignorant l'état de stress manifeste de l'animal et l'urgence de l'opération de sauvetage en cours. Des témoins, postés à une distance sécuritaire, filmèrent la scène. On y voit Ashok s'avancer avec une inquiétante assurance. Mais à mesure qu'il approchait, l'éléphant réagit soudainement. Déjà nerveux, il fut probablement encore plus irrité par cette présence intrusive. Il chargea. Ashok tenta de fuir, mais trébucha au bout de quelques mètres. L'éléphant le rejoignit en quelques secondes et le piétina violemment, écrasant son corps. L'attaque, rapide et brutale, ne laissa aucune chance d'intervention. Une ambulance fut appelée en urgence et Ashok transporté vers l'hôpital. Mais ses blessures étaient trop graves. Il mourut en route, laissant derrière lui une scène dévastatrice et de nombreuses questions sans réponse. Sa mort venait s'ajouter à une série de rencontres mortelles avec des éléphants dans la région où l'on observait une activité et une agressivité accrue de ces animaux, notamment dans les villages proches de Rourkela. Les autorités de la faune sauvage faisaient déjà face à une recrudescence d'incidents, dont l'attaque mortelle d'une femme et de son fils dans la même zone. Les responsables forestiers exprimèrent leur profonde frustration face au mépris des consignes de sécurité. Philippe Saou, conservateur adjoint des forêts, confirma que l'équipe tentait justement d'éloigner les villageois lorsque Ashok s'était approché de l'éléphant, ignorant les avertissements directs. Sa proximité avec l'animal, ajoutée à l'état nerveux et isolé de ce dernier, a créé les conditions parfaites pour un drame. Les autorités notèrent aussi que l'odeur d'alcool sur Ashok avait pu accroître l'agitation de l'éléphant, augmentant encore les risques d'une réaction violente. Les images de l'incident, largement diffusées sur Internet, ont suscité indignation et incompréhension. Elles montrent comment une succession de décisions irréfléchies a conduit à une issue irréversible. Alors que les autorités tentaient de gérer l'animal avec prudence, la volonté d'un homme de prendre une photo a perturbé toute l'opération et lui a coûté la vie. La mort d'Ashok illustre tragiquement comment certaines habitudes modernes, comme l'obsession mondiale des selfies, peuvent entrer en collision avec les réalités brutales du monde sauvage. Les animaux, surtout lorsqu'ils sont stressés ou acculés, ne doivent jamais être approchés. Son histoire reste celle d'une tragédie absurde et incompréhensible, une mort qui aurait pu être évitée avec un minimum de retenue. C'était un samedi soir d'octobre 2023 dans le paisible village de Bedeau, au Pays de Galles. À l'intérieur du club de rugby local, le Bedeau RFC, des familles et des enfants s'étaient réunis pour une soirée qui se voulait conviviale. L'événement était une collecte de fonds en soutien à l'équipe de rugby des moins de 10 ans du club. L'un des jeunes joueurs était le fils de Nathalie Buss,
37 ans, comptable et mère de 2 enfants. Nathalie vivait à Church Village, non loin de là. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme amicale, impliquée dans la vie de ses enfants et active au sein de la communauté. Cette nuit-là, elle était venue soutenir l'équipe et passer du temps avec d'autres familles. L'animation était assurée par Christopher Gibbons, DJ de 34 ans avec plus de 15 ans d'expérience. Connu sous le nom de Rolly Polly, il organisait des événements familiaux, prévoyant jeux et musique pour maintenir l'énergie. L'un de ces jeux tourna au drame. Plus tôt dans la soirée, Nathalie avait gagné une partie de bingo. En guise de prix, elle avait été invitée à participer à un concours de dégustation de marshmallows. Le principe était simple, voir combien de marshmallows pouvaient être avalés en 60 secondes, sous les encouragements du public. Des marshmallows roses et blancs étaient alignés sur une table. Nathalie riait et souriait en participant. Amis et familles la regardaient, inconscients du tournant tragique que les événements allaient prendre. Les témoins oculaires ont raconté que Nathalie a rapidement commencé à mettre des marshmallows dans sa bouche. Une personne se souvenait l'avoir vue rire et possiblement inhaler en même temps. Ce moment aurait pu provoquer l'obstruction de ses voies respiratoires par les marshmallows. Quelques instants après la fin du jeu, Nathalie quitta la scène et s'effondra dans un couloir. Au début, les gens pensaient qu'elle avait simplement perdu connaissance ou trébuché, mais il devint vite évident que quelque chose de plus grave s'était produit. Une infirmière hors service accourut pour aider, accompagné d'autres personnes à proximité. Quelqu'un traversa la rue pour aller chercher un défibrillateur dans une école. Les ambulanciers furent appelés immédiatement. Malgré tous les efforts, les voies respiratoires de Nathalie restèrent bloquées. Elle ne put être réanimée et fut déclarée morte sur place. L'ambiance de l'événement changea instantanément. Les rires et les encouragements se transformèrent en silence et en choc. Des personnes furent revues en larmes. Tous tentaient de comprendre ce qui venait de se passer. La nouvelle se répandit rapidement. Le Bédo RFC publia un communiqué exprimant son chagrin, qualifiant Nathalie de femme aimante, mère dévouée et fille attentionnée et adressant son soutien à sa famille et à ses amis. L'incident a soulevé de sérieuses inquiétudes sur la sécurité lors des événements publics, notamment ceux impliquant des jeux alimentaires. Le DJ Christopher Gibbons fut profondément affecté et a depuis cessé d'inclure des jeux de marshmallows dans ses événements, une tradition qu'il suivait depuis des années. Il a été interrogé par la police et devrait témoigner lors d'une future enquête complète devant jury qui examinera la cause du décès de Nathalie, la manière dont le jeu a été géré et si les risques de sécurité avaient été pris en compte. Le coroner adjoint Gavin Knox a précisé que l'enquête se concentrerait sur l'évaluation des risques et la planification de la sécurité, notant que l'affaire pourrait être qualifiée d'incident public grave. Le dossier a été transmis à la Health and Safety Executive, mais une enquête complète a été retardée à cause de la pandémie. Knox a présenté ses excuses à la famille de Nathalie et déclaré que la procédure reprendrait dès que possible. Les témoins attendus comprennent le mari de Nathalie, Elliot, le DJ Gibbons, 2 ambulanciers et son médecin, Kate Spencer. L'élu local, Alex Davis Jones, a exprimé sa sympathie, affirmant que ses pensées allaient à la famille et à toutes les personnes concernées. Une mère présente à l'événement a déclaré qu'il était choquant d'en être témoin. Une minute, tout le monde riait et la suivante, Nathalie s'était effondrée. Le nombre exact de marshmallows qu'elle avait consommé n'est pas confirmé, mais les témoins estiment qu'il s'agissait de plusieurs dizaines. Bien que la cause exacte du décès n'ait pas été officiellement publiée, on pense qu'elle s'est étouffée pendant le concours. Nathalie est rappelée pour ce qu'elle était, une mère attentionnée, une professionnelle de confiance et une personne aimée de beaucoup. Ce qui était censé être un moment léger s'est terminé de la manière la plus déchirante. C'était le 28 mai 2025 à Tempe, Arizona. Rena Aurore, 19 ans, était chez elle avec son petit ami. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir célèbre. Ses parents, Aaron et Dana, se souvenaient de la façon dont elle chantait dans la cuisine, remplissant la maison de son énergie et de sa présence. Elle était extravertie, aimait se produire et voulait être connue. Cette semaine-là, Rena découvrit un défi viral en ligne appelé Dusting. Il encourageait les gens à inhaler des produits chimiques provenant de produits ménagers, comme les sprays de nettoyage de clavier, pour un bref effet euphorique. Les vidéos donnaient l'impression que c'était facile et amusant. Rena et son petit ami n'avaient même pas besoin d'aller en magasin. Ils commandèrent des sprays nettoyants via une application de livraison. Dana raconta plus tard: « Ils me l'ont livré à la maison. Je ne savais pas. Ce n'était que du nettoyant pour clavier. Je ne savais pas ce qu'ils en faisaient. » Peu après la livraison, Rena inhalait l'aérosol presque instantanément. Son corps s'effondra. Son cœur s'arrêta et elle entra en arrêt cardiaque. Les secouristes la transportèrent d'urgence à l'hôpital où les médecins purent relancer son cœur, mais les dommages cérébraux étaient déjà graves. Rena fut placée en soins intensifs au Honor Health Scottsdale Osborne Medical Center. Pendant 4 jours, les machines la maintinrent en vie, mais elle ne reprit jamais conscience. Le 1er juin 2025, elle fut déclarée en état de mort cérébrale. Les médecins indiquèrent que la
la cause du décès était le syndrome de mort subite par inhalation de solvant. Le docteur Randy Wiseman, responsable de ses soins, expliqua comment cela se produit. Il dit « Lorsqu'ils inhalent ces produits chimiques, cela remplace en réalité l'oxygène dans leurs poumons et dans le reste du corps. Le corps ressent un effet rapide, mais le cerveau, les poumons et le cœur sont privés d'oxygène et commencent à s'éteindre. » Le docteur Wiseman ajouta que même quelques secondes d'inhalation pouvaient provoquer une insuffisance cardiaque, des maladies pulmonaires ou des dommages permanents aux organes. Les parents de Rena n'avaient jamais entendu parler du dusting avant cela. Ils furent stupéfaits d'apprendre que cette pratique se répandait chez les adolescents et que les produits étaient si faciles à obtenir. Pas de contrôle d'identité, peu coûteux, légaux et inodores. Dana expliqua « C'est tout ce que les enfants recherchent. Ils peuvent se le permettre, ils peuvent l'obtenir, et ça ne se voit pas dans le test de drogue des parents. » Après son décès, ils découvrirent que Rena avait vu d'autres adolescents le faire en ligne. Les vidéos sur les réseaux sociaux donnaient l'impression d'un jeu. Lors d'une récente conférence pédiatrique, des médecins avaient déjà mis en garde contre cette tendance. Une étude de 109 vidéos liées au chroming montrait plus de 25 millions de vues. Les produits courants incluaient le déodorant, le vernis à ongles, l'essence, le diluant pour peinture, les aérosols dépoussiérants et même la laque pour cheveux. Dans les clips, les utilisateurs semblaient heureux pendant un court instant. Ce qui n'était pas montré, c'était combien finissaient à l'hôpital. Voire pire, plus de la moitié des vidéos montraient un usage répété, souvent par des enfants à peine adolescents. Les parents de Rena choisirent de s'exprimer publiquement. Dana ajouta « Nous n'avons pas d'enfants pour les enterrer. Ils créèrent une page GoFundMe pour les frais médicaux et funéraires. Dans la description, ils écrivirent « Dimanche 1er juin à 13h30, notre merveilleuse fille, après 4 jours en soins intensifs, a été déclarée en état de mort cérébrale. Elle illuminait chaque pièce où elle entrait et la douleur que ressentent sa famille et ses amis est incommensurable. » La page recueillit plus de 10 000 $, soit le double de l'objectif initial. Le dernier cadeau de Rena fut le don d'organes. Au moins 6 vies furent sauvées grâce à elle. Ses parents déclarèrent que cela leur donnait de la force, bien que la perte laisse un vide irréparable. Dana ajouta « Si sa vie doit avoir un sens, nous ferons tout ce que nous pouvons pour éviter qu'un autre enfant se retrouve dans la situation de la nôtre. » Aujourd'hui, ils exhortent les parents à rester vigilants. Dana avertit « Ne vous fiez pas à ce que vos enfants vous disent. Fouillez, inspectez leur chambre, ne faites pas confiance. » Le docteur Wiseman confirma, soulignant que des produits comme les nettoyants pour clavier ne sont pas comparables à d'autres substances. Leurs produits chimiques sont très toxiques et les dégâts sont souvent irréversibles. Rena n'est jamais devenue la star qu'elle rêvait d'être. Son nom est désormais rappelé à cause d'une tendance en ligne dangereuse. Elle n'avait que 19 ans, avec un avenir devant elle. Mais une seule erreur a tout détruit. Sanjay Kapoor, 53 ans, était un homme d'affaires milliardaire respecté, président du géant automobile mondial Sona Comstar et figure éminente du circuit d'élite britannique de polo où il comptait le prince William parmi ses amis. Connu pour son charisme et sa générosité, Sanjay était admiré en Inde et à l'étranger pour son leadership et ses efforts pour rendre le polo plus inclusif. Mais le 12 juin 2025, Sanjay a connu un sort terrible et énigmatique. Plus tôt ce jour-là, le milliardaire avait exprimé ses condoléances en ligne pour les victimes d'un crash d'avion dévastateur, rappelant sa compassion et son engagement envers le monde qui l'entourait. Sa vie vibrante s'est terminée par un accident étrangement inattendu et bizarre qui a mis en lumière la fragilité de la vie. Né en Inde et formé à l'université de Buckingham, Sanjay était l'héritier de Sona Comstar, fondé par son père en 1987 et a contribué à en faire un acteur mondial dans les composants automobiles, notamment pour les véhicules électriques. Il a été président de l'Association indienne des fabricants de composants automobiles et a coprésidé le conseil de fabrication de la Confédération de l'industrie indienne. Personnellement, il était connu pour son amour du polo, qu'il pratiquait avec passion, souvent avec des membres de la famille royale britannique. Sa vie sociale liait l'élite des affaires indiennes et l'aristocratie britannique. Marié d'abord à la star de Bollywood Karisma Kapoor, avec qui il a eu 2 enfants, Sanjay a ensuite épousé l'entrepreneur Priya Sachdev, avec qui il a eu un jeune fils, Azarias. Ses proches le décrivaient comme quelqu'un qui accueillait tout le monde de la même manière, quel que soit leur statut, ce qui en faisait une figure appréciée parmi ses amis, ses collègues et le personnel du polo. Dans l'après-midi du 12 juin, Sanjay s'est rendu sur le terrain du Guards Polo Club à Windsor pour la demi-finale de la Cartier Queen's Cup, l'un des événements les plus prestigieux de ce sport. Le match opposant son équipe aux Russes, aux Sujan Indian Tigers, a commencé à 15 h sur Smith's Lawn, un terrain imprégné de tradition royale. Le Guards Polo Club, fondé avec le prince Philippe comme premier président et actuellement présidé par le roi Charles, est réputé comme le club de polo le plus prestigieux du monde. Avec ses liens royaux et ses normes rigoureuses, il semblait un cadre improbable pour un accident mortel sans rapport avec les dangers du sport lui-même. Mais pendant le match, la tragédie a frappé de la manière la plus improbable. Sanjay aurait avalé une abeille qui est entrée dans sa bouche alors qu'il galopait à vive allure.
L'insecte l'a piqué à l'intérieur de sa bouche, déclenchant une réaction anaphylactique. Cette grave réaction allergique a provoqué un gonflement rapide de ses voies respiratoires, bloquant sa respiration et plongeant son corps en état de choc. En quelques instants, Sonjay s'est effondré sur le terrain, laissant ses coéquipiers et les spectateurs horrifiés. Malgré des tentatives immédiates pour le réanimer, la réaction s'est rapidement aggravée, entraînant une crise cardiaque fatale avant qu'il ne puisse recevoir des soins médicaux avancés. Des témoins ont décrit qu'il avait semblé joyeux et plein de vie quelques instants auparavant, rendant la soudaineté de son effondrement encore plus choquante. Les conséquences de la mort de Sonjay ont résonné dans le monde du polo et au-delà. Le Guards Polo Club a publié une déclaration exprimant ses profondes condoléances à son épouse Priya, à ses enfants et à la famille Kapoor, au sens large, reconnaissant le profond choc ressenti par les directeurs, les membres et les amis. La Hurlingham Polo Association a confirmé que l'incident s'était produit pendant le match, mais a précisé qu'il n'était pas lié aux exigences physiques du sport lui-même. L'université Ashoka de New Delhi et The Doon School, l'alma mater de Sonjay, ont toutes deux publié des hommages sincères, se souvenant de lui comme d'un homme d'affaires visionnaire et d'un sportif passionné dont l'héritage perdurerait. Son entreprise, Sonacomstar, a pleuré la perte soudaine d'un leader qui avait façonné son identité avec passion et perspicacité. Cette tragédie a montré les risques aléatoires et dévastateurs posés par les allergies sévères, même pour les personnes en parfaite santé et au sommet de leur forme physique. La mort insensée de Sonjay, due à une piqûre d'abeille lors d'un match de routine dans l'un des environnements les plus sûrs et les plus exclusifs du monde, a souligné comment les plus petits dangers de la vie peuvent devenir des catastrophes. Pour beaucoup, sa disparition a été un rappel poignant de la rapidité avec laquelle tout peut changer, transformant une journée de camaraderie et de compétition en une journée marquée par le chagrin et l'incrédulité. Le 10 août 2021, dans le village de Phulsawangi, situé dans le district de Yavatmal, au Maharashtra, un groupe de jeunes s'était rassemblé dans un champ à ciel ouvert. Au centre de la scène se trouvait une étrange machine ressemblant à un petit hélicoptère. À l'intérieur était assis Sheikh Ismaël Sheikh Ibrahim, un jeune homme de 24 ans. Ismaël n'était pas ingénieur. Il avait quitté l'école après la 8e année et travaillait dans l'atelier de soudure au gaz de son grand frère, Muzavir. C'est là qu'il avait appris à fabriquer des objets en métal, comme des armoires ou des climatiseurs. Mais Ismaël avait des rêves bien plus grands. Il voulait construire un véritable hélicoptère fonctionnel et le faire tout seul. 2 ans auparavant, il avait commencé à créer un hélicoptère monoplace qu'il appela Muna, un surnom personnel. Inspiré par le personnage de Rancho dans le film Three Idiots, il était convaincu qu'il pouvait accomplir quelque chose de grand. N'ayant reçu aucune formation, il s'était formé tout seul grâce à des vidéos YouTube sur la mécanique des hélicoptères et les projets faits maison. Pièce par pièce, il construisit son engin volant à partir de métal de récupération, de tuyaux en acier et du moteur d'une voiture Maruti 800. Le rêve d'Ismaël n'était pas motivé par la célébrité sur Internet. Il voulait présenter son hélicoptère le 15 août, jour de l'indépendance de l'Inde. Il espérait aussi, un jour, fabriquer des hélicoptères à bas coût pour aider lors des opérations de secours en cas d'inondation. Mais avant tout cela, il devait effectuer un dernier test. Ce soir-là, quelques amis s'étaient réunis pour assister au vol d'essai. Certains ont commencé à filmer. L'hélicoptère avait l'air fragile, mais complet. Ismaël prit place à bord. Curieusement, il ne portait ni casque, ni écouteurs, un équipement de sécurité qu'il ne négligeait pourtant jamais. Il démarra le moteur. La machine s'anima. Le rotor principal tourna, suivi du rotor de queue. Tout semblait normal. Lors des précédents essais, l'appareil s'était élevé d'environ 1,50 m au-dessus du sol. C'est ce que tout le monde espérait encore. Mais soudain, quelque chose tourna mal. L'ensemble du rotor de queue se détacha de la machine. Il percuta le rotor principal, projetant des éclats de métal dans toutes les directions. Un gros morceau transperça le pare-brise et frappa Ismaël à la tête. Il s'effondra sur le coup. Sous le choc, ses amis lâchèrent leur téléphone et se précipitèrent vers lui. Ils le sortirent de l'appareil et l'emmenèrent en urgence à l'hôpital de Buzad. Mais il ne survécut pas au trajet. Les médecins déclarèrent qu'il était déjà décédé à son arrivée. Le village fut bouleversé. Pour beaucoup, Ismaël était Rancho, un jeune passionné de machines et porté par une incroyable détermination. Il avait consacré 2 années entières à la construction de l'hélicoptère Muna, persuadé qu'il ferait la fierté de son village. Les vidéos du crash se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, en Inde et ailleurs. Ce qui avait commencé comme un rêve s'est transformé en tragédie. La police ouvrit une enquête. Les autorités interrogèrent le frère d'Ismaël et les 3 amis présents lors du vol. L'hélicoptère fut saisi afin d'identifier les causes de l'accident. Était-ce une défaillance mécanique, une erreur de conception ou les deux? D'après ses amis, Ismaël avait toujours été prudent lors des essais précédents. Il portait toujours ses équipements de sécurité, sauf cette nuit-là. Un de ses proches affirma qu'Ismaël voulait que le monde entende parler de Phulsawangi. Il n'avait ni éducation formelle, ni ressources
d'essence, juste des pièces de voiture, des restes de métal et YouTube. Et pourtant, il croyait que cela suffisait. L'inspecteur Willis Chauhan déclara à la presse qu'Ismaël rêvait de concevoir des hélicoptères coûtant environ 3 millions de roupies, soit 40 000 $, pour des missions de sauvetage. Mais son appareil artisanal s'était soldé par un échec tragique. Des experts ont ensuite affirmé que le rotor de queue avait cédé sous la pression à cause d'une structure trop fragile. Une fois cassé, il avait percuté le rotor principal, déclenchant une réaction en chaîne. Ils ont également souligné que l'appareil n'avait pas fait l'objet des vérifications et tests indispensables. Si les tutoriels en ligne peuvent suffire pour des petits projets, ils ne peuvent remplacer l'expertise nécessaire aux machines volantes. Ismaël fut incinéré le 11 août. Une foule nombreuse vint lui rendre hommage. Celui qui rêvait de voler est devenu un symbole à la fois d'ambition et des dangers qu'engendre l'absence de sécurité. Avec très peu, il avait construit quelque chose d'incroyable. Mais au final, ce rêve lui a coûté la vie. C'était le 4 juillet 2024 à Somerville, en Caroline du Sud. Le quartier était animé par des feux d'artifice, de la musique et des gens qui célébraient le jour de l'indépendance. Pour la plupart, c'était une soirée de fête et de tradition. Mais pour Alan Ray McGrew, 41 ans, ce serait son dernier 4 juillet. Alan était bien connu dans son quartier. Ce soir-là, il portait un costume complet de l'oncle Sam, haut de forme, costume rouge, blanc et bleu, et une fausse barbe. Il aimait les fêtes plus que quiconque et son enthousiasme se voyait. Alan faisait souvent tout son possible pour amuser les autres, et cette fête ne faisait pas exception. Amis et voisins le considéraient comme l'âme de la fête, toujours prêt à faire quelque chose d'audacieux pour faire rire les gens. Mais cette année, Alan est allé trop loin. Vers 22h30, après des heures de célébration, Alan a allumé un grand feu d'artifice de style mortier, le genre utilisé lors de grands spectacles publics. La plupart des gens regardaient de loin ou utilisaient de petits cierges magiques. Alan, quant à lui, avait d'autres projets. Il a d'abord tenu le feu d'artifice au-dessus de son chapeau, mais dans une décision soudaine, il l'a placé directement sur sa tête. Sa femme, Paige McGrew, se tenait à proximité, pensant qu'il plaisantait encore et qu'il n'avait pas encore allumé le feu d'artifice. Elle a expliqué plus tard qu'elle pensait qu'il faisait simplement le show avant de le poser par terre. En réalité, le feu d'artifice avait déjà été allumé. Il a explosé quelques secondes plus tard. L'explosion a causé de graves blessures à la tête d'Alan. Il s'est effondré et malgré le fait que les gens se soient précipités pour l'aider, il n'y avait plus rien à faire. Il a été déclaré mort sur les lieux à 23h10. Quelques instants plus tôt, Alan dansait et riait avec ses voisins. Il venait de célébrer les fiançailles de son fils Hunter et était ravi d'avoir une belle fille. Cette nuit-là était censée être pleine de joie. Hunter était dévasté. Il avait été témoin de tout ce qui s'était passé sous ses yeux et avait du mal à comprendre ce qui venait d'arriver. Le souvenir d'avoir vu les derniers instants de son père resterait avec lui pour toujours. La nouvelle de l'incident s'est répandue rapidement, suscitant de vives critiques de la part de certains internautes qui pensaient qu'Alan avait été insouciant ou sous l'emprise de l'alcool. Paige s'est empressée de défendre son mari, insistant sur le fait qu'il n'était pas un imbécile. Elle a reconnu qu'il avait bu un peu, mais a souligné que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent. C'était une fête, et il était simplement heureux. Paige a également mentionné qu'Alan avait déjà décidé que ce serait la dernière fois qu'il boirait avant un moment. Il avait de bonnes raisons de faire la fête. Les fiançailles de son fils, la fête qu'il aimait le plus et les gens qu'il aimait à ses côtés. Ceux qui connaissaient Alan se souvenaient de lui comme d'une personne gentille, travailleuse et toujours prête à aider les autres. Un voisin l'a décrit comme le type le plus gentil qui soit, quelqu'un qui tondait la pelouse ou aidait à faire des réparations dans la maison sans qu'on le lui demande. Une vidéo partagée plus tard en ligne montrait Alan dansant dans son costume juste avant l'explosion. Il avait l'air heureux et insouciant, complètement inconscient du danger. Ce qui a commencé comme un moment de divertissement s'est rapidement transformé en quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Beaucoup ont posé la même question. Pourquoi quelqu'un mettrait-il un feu d'artifice sur sa tête ? Peut-être était-ce l'excitation de la nuit. Peut-être n'avait-il pas pleinement réalisé le danger. Mais au final, cette seule décision a tout changé. La famille McGrew doit maintenant faire face à une vie sans Alan. La fête s'est transformée en chagrin et la réaction du public a ajouté plus de douleur. Malgré tout, sa famille espère que les gens se souviendront de lui. Non pas pour cette dernière erreur, mais pour la façon dont il a vécu, joyeux, généreux et plein d'amour. Avant l'explosion, Alan a serré sa femme et son fils dans ses bras, leur disant qu'ils étaient son pilier et son cœur. C'était un message clair de l'importance qu'ils avaient pour lui. Alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel cette nuit-là, la fête s'est transformée en tragédie. Alan McGrew voulait faire sourire les gens. En le faisant, il a payé le prix ultime. Le 16 juillet 2025, un incident absurde et profondément troublant s'est produit dans un établissement médical de Long Island. Kit McAllister,
un homme de 61 ans originaire de Long Island accompagnait sa femme, Adrienne Jones McAllister, au centre Nassau Open MRI de Westbury pour ce qui devait être un simple examen du genou. Mais en quelques instants, une succession dramatique de défaillances a transformé un après-midi ordinaire en véritable cauchemar. La présence de Keith dans la salle, la lourde chaîne qu'il portait autour du cou et la puissance d'une machine ont créé une combinaison mortelle que personne n'a stoppée à temps. Keith était un mari, un père et un grand-père dévoués. Ce jour-là, il était simplement venu soutenir Adrienne pendant son rendez-vous. La chaîne qu'il portait, un poids de musculation de 9 kilos, n'était pas qu'un bijou, mais un objet familier. Selon Adrienne, il l'avait déjà porté lors de précédentes visites au même centre et le personnel l'avait même remarqué. Ce n'était donc ni un risque nouveau, ni caché. Pourtant, malgré les dangers bien connus que présentent les appareils d'IRM, personne ne lui a rappelé de l'enlever ce jour-là. Lorsque l'examen du genou d'Adrienne fut terminé, elle eut besoin d'aide pour se relever de la table. Un technicien, apparemment le même qui connaissait Keith et sa chaîne, sortit de la salle et alla le chercher. Ce geste allait s'avérer fatal. L'appareil d'IRM était toujours actif, son puissant champ magnétique pleinement engagé. Alors que Keith s'approchait de sa femme, l'aimant attira violemment la chaîne autour de son cou, projetant son corps à travers la pièce. L'impact fut immédiat. Adrienne racontera plus tard l'horreur d'avoir vu son mari devenir inerte dans ses bras, happé par une force qu'aucun être humain ne pouvait contrer. Un appareil d'IRM possède un champ magnétique si intense qu'il peut transformer de petits objets métalliques en projectiles dangereux. La chaîne de Keith s'est transformée en lien mortel. Adrienne et le technicien ont tenté désespérément de le libérer, mais leurs efforts furent vains. Pendant près d'une heure, Keith est resté plaqué contre la machine, inconscient. Ce n'est qu'à l'arrivée des secours qu'il a pu être dégagé. Mais il était trop tard. Il avait subi plusieurs crises cardiaques et se trouvait dans un état critique. Il est décédé le lendemain. L'incident a rapidement soulevé des questions troublantes. Comment un accident aussi évitable a-t-il pu se produire dans un lieu censé garantir la sécurité des patients ? Pourquoi l'IRM était-elle encore active lorsqu'une personne non patiente a été autorisée à entrer? Et surtout, pourquoi le technicien n'a-t-il pas été plus vigilant, sachant l'historique de Keith et sa chaîne? Les autorités ont affirmé que Keith n'était pas autorisé à se trouver dans la salle d'IRM, mais cette version contredit directement celle d'Adrienne et de leur fille, Samantha Botton, qui a lancé une cagnotte en ligne après le drame. Selon elle, le technicien avait explicitement invité Keith à aider Adrienne à descendre de la table. Samantha insiste sur le fait que les récits présentant Keith comme un intrus sont faux et blessants, d'autant que le technicien connaissait bien Keith et sa chaîne. Le drame ne s'est pas arrêté à la mort de Keith. Adrienne est restée brisée psychologiquement. Elle raconte que l'image de son mari arraché à ses bras la hante toujours. Elle et le technicien suppliaient qu'on éteigne la machine, qu'on appelle le 911, qu'on fasse quelque chose, mais les minutes se sont écoulées, impitoyablement. Le fait que Keith soit resté coincé pendant près d'une heure a rendu la tragédie encore plus insoutenable. Depuis, la famille réclame que des responsabilités soient établies. Selon eux, ce n'était pas un simple accident malheureux, mais bien la conséquence d'un manquement flagrant au protocole de sécurité et à la communication. Les IRM font partie des appareils magnétiques les plus puissants utilisés en médecine, et leurs risques sont parfaitement connus. Le personnel était formé pour s'assurer qu'aucun objet métallique n'entre dans la salle durant un examen. Dans ce cas, un simple oubli a coûté la vie à un homme. La mort de Keith McAllister reste une sinistre illustration de ce qui peut arriver lorsque des procédures de sécurité routinières sont ignorées. Une fin aussi étrange que tragiquement évitable, survenue dans un lieu qui aurait dû être sûr. Sa famille, toujours en deuil, attend encore des réponses. Le 20 octobre 2018, à Westworld, en Colombie-Britannique, John James McMurray, un rappeur de 34 ans, originaire de Calgary, en Alberta, se préparait depuis des mois pour une cascade risquée dans un clip musical. Connu pour mêler sports extrêmes et musique, John prévoyait de marcher sur l'aile d'un petit avion en plein vol tout en interprétant l'un de ses morceaux. Le danger ne lui était pas étranger. Avant la musique, John était skieur acrobatique professionnel. Mais après un grave accident, où il s'était fracturé le talon et brisé le dos, il avait dû mettre un terme à sa carrière sportive. Il s'était alors tourné vers la musique, y apportant la même passion et le même goût pour l'adrénaline. Ces cascades l'aidaient souvent à se démarquer dans un milieu musical saturé. En 2018, John avait déjà publié en ligne des performances comme un saut en parachute tout en rappant. Dans l'une de ses dernières vidéos, il souriait à la caméra en plein ciel, équipé de son parachute. Les fans adoraient, mais ses proches commençaient à s'inquiéter, le jugeant de plus en plus imprudent.
Le plan de cette cascade paraissait simple. Marcher sur l'aile d'un petit Cessna en vol, rapper un couplet, puis se laisser tomber pour atterrir en parachute. Tout avait été répété et John pensait avoir tout prévu. Ce jour-là, les conditions étaient bonnes. John enfila son parachute, monta dans l'avion et attendit le décollage. Une fois l'altitude voulue atteinte, il se glissa sur l'aile. Mais plus il avançait, plus le poids supplémentaire déséquilibrait l'avion qui commença à vriller. Le pilote tenta de redresser l'appareil sans succès. John s'agrippa. Les experts pensent qu'il espérait que le pilote parvienne à stabiliser l'avion pour qu'il puisse terminer sa prestation, mais il attendit trop longtemps. Lorsqu'il sauta enfin, l'avion volait déjà trop bas. Le parachute n'eut pas le temps de s'ouvrir. John s'écrasa au sol et mourut sur le coup. Le pilote réussit à reprendre le contrôle et à atterrir sain et sauf. Personne d'autre ne fut blessé. Le corps de John fut retrouvé par un agriculteur local, Sidney Fox, qui avait entendu l'avion voler très bas avant de découvrir la scène dans un champ de foin. Les autorités furent appelées et la Gendarmerie royale du Canada, le service des coronaires de Colombie-Britannique et le Bureau de la sécurité des transports ouvrirent une enquête. L'accident fut d'abord présenté comme un problème de parachute, mais l'équipe de John expliqua rapidement la véritable histoire. Il s'agissait bien d'une cascade planifiée depuis des mois, et le déséquilibre fatal de l'avion avait été causé par la position de John trop avancée sur l'aile. Son ami proche, le skieur Rory Wayne Bushfield, qui participait au tournage, lui rendit hommage en ligne, le qualifiant de « plus cher des amis » et rappelant qu'il était mort en vivant son rêve. Dans une interview, Bushfield évoqua les anciennes blessures de John et comment elles l'avaient poussé à relever toujours plus de défis. Une collecte GoFundMe fut lancée après sa mort, avec un objectif de 10 millions de dollars pour publier sa musique et préserver son héritage artistique. John n'était pas seulement un rappeur. Il avait commencé le ski très jeune à Calgary, était rapidement devenu professionnel, mais des années de blessures, dont des fractures au cou et au dos nécessitant plusieurs opérations, l'avaient forcé à arrêter. En 2016, son album Rex Leo comprenait déjà des images de sports extrêmes comme le base jump ou le parachutisme. Son dernier projet, le clip de The Man, devait aller encore plus loin. Les autorités confirmèrent que 2 avions avaient été utilisés ce jour-là, l'un pour filmer, l'autre pour la cascade. Aucun n'avait de problème mécanique. C'est le déséquilibre dû au poids de John sur l'aile qui avait provoqué la vrille. Il portait un parachute et avait un plan clair pour atterrir en sécurité, mais il n'en eut jamais l'occasion. Sa famille publia un communiqué affirmant que John mettait toute son énergie dans la musique et la performance, nourrissant de grands rêves qu'il s'efforçait de concrétiser. Il laisse derrière lui son épouse Kay, son père Doug, sa mère Jen et son frère Jared. Il avait 34 ans. C'était la soirée du 25 août 2010 à Bakersfield, en Californie. La docteure Jacqueline Cotarac, médecin interniste de 49 ans, venait de sortir et aurait consommé de l'alcool. Reconnue dans tout son quartier, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa générosité, elle soignait parfois jusqu'à 200 patients par semaine et offrait souvent ses services gratuitement. Elle prit pourtant ce soir-là une décision qui allait lui être fatale. La docteure Cotarac entretenait une relation longue et tumultueuse avec William Moody, un homme d'affaires de 58 ans. Leur histoire, rythmée de ruptures et de réconciliation, était plus marquée par les hauts et surtout les bas. Cette nuit-là, elle se rendit chez lui, sans doute pour discuter, mais Moody ne souhaitait pas un nouvel affrontement. Il était sorti par la porte de derrière avant son arrivée et avait passé la nuit ailleurs. N'ignorant pas son départ, la docteure Cotarac, ne la voyant pas rentrer, tenta d'entrer par la porte arrière verrouillée. D'abord à l'aide d'une pelle, puis, n'y parvenant pas, elle monta sur le toit avec une échelle et retira le chapeau de cheminée. Les enquêteurs confirmèrent par la suite qu'elle essaya de descendre la cheminée la tête la première. C'est là qu'elle fit son erreur fatale. À environ 60 cm de l'ouverture de la cheminée, celle-ci se rétrécissait brusquement. Elle se coinça, l'espace était trop étroit pour que sa cage thoracique puisse se dilater et elle ne pouvait plus respirer. Impossible pour elle d'appeler à l'aide et personne n'entendit ni ne vit quoi que ce soit. Elle mourut d'asphyxie mécanique. Son corps était si comprimé que ses poumons ne pouvaient plus se remplir d'air. Moody ne rentra pas chez lui. Jeudi matin, lorsque la docteure Cotarac n'arriva pas à son cabinet, son assistante et Moody s'inquiétèrent. Sa voiture était toujours garée devant la maison et à l'intérieur, son sac à main, son téléphone, son argent et ses cartes de crédit n'avaient pas bougé. En revanche, on ne la trouvait nulle part. Elle fut officiellement signalée disparue dans la journée. Vendredi soir, des voisins remarquèrent une odeur étrange. Une femme, Terry Terza, déclara avoir perçu une puanteur inhabituelle.
Un autre voisin crut entendre une faible voix appelant au secours, mais pensant que des enfants jouaient, ils n'y prêtèrent pas attention. Personne ne songea à vérifier la cheminée. Le samedi, l'odeur empirait. Moody était déjà parti pour l'Europe et quelqu'un avait été chargé de veiller sur sa maison et de nourrir ses poissons. En arrivant, la personne chargée de la maison et son fils se laissèrent guider par la puanteur jusqu'à l'âtre. À l'aide d'une lampe torche, ils découvrirent, stupéfaits, le corps de la docteure Kotarak coincé dans la cheminée à environ 60 cm de l'ouverture. Elle y était depuis 3 jours. La décomposition avait commencé et des liquides s'échappaient par l'âtre. Les pompiers durent passer 5 heures à démanteler la cheminée de l'extérieur pour dégager le corps, l'étroitesse du conduit et l'état de la dépouille compliquant l'opération. L'autopsie confirma que la mort résultait d'une asphyxie mécanique. La police n'établit aucune trace d'intervention extérieure ni de lutte. Elle avait très probablement agi seule, sous l'emprise de l'alcool et d'un fort stress émotionnel. Moody déclara plus tard qu'elle avait commis une grave erreur de jugement et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle avait choisi cette voie d'accès. Il se montra discret sur leur relation, reconnaissant cependant que son décès avait été difficile à accepter. Malgré tout, il la décrivit comme un médecin respecté, véritablement dévoué aux autres. Ses patients le confirmaient, elle venait d'être élue favorite locale par la communauté. Le décès de la docteure Kotarak fut classé accidentel. Beaucoup d'interrogations demeurent. Pourquoi a-t-elle agi ainsi? Avait-elle prémédité cet acte ou n'était-ce qu'un geste émotionnel? Une chose est sûre, c'est l'une des morts les plus étranges et tragiques que Bakersfield ait jamais connues. Elle avait 49 ans et son histoire s'acheva, au fond d'une cheminée. C'était le 29 août 2011 à Leicester, dans les East Midlands. À 2h22 du matin, la nuit tranquille fut soudainement interrompue par une violente explosion. Le ciel s'illumina d'orange et de rouge lorsqu'une déflagration déchira Narrow Road. Des débris volèrent à travers la rue et des flammes jaillirent d'un petit kebab appelé Cam's King of the Grill. En quelques secondes, le lieu fut détruit. Pour les habitants à proximité, on aurait dit qu'une bombe avait explosé. Les gens se précipitèrent à leurs fenêtres et virent le feu s'élever haut au-dessus du restaurant. Au début, il semblait que personne n'avait été blessé, mais dès le lendemain, cette supposition allait changer. L'histoire derrière cette explosion était celle d'une fraude, de la cupidité et d'un plan qui se termina en catastrophe. Fias Ahmed Ansari était un père de 2 enfants de 41 ans travaillant comme chef chez Combs Grill. Le commerce était en difficulté. Ansari avait emprunté 42 000 livres en 2006 et n'en avait remboursé qu'une petite partie. Il avait dit à sa femme que l'entreprise peinait et qu'il pourrait avoir besoin de la vendre. Il eut une autre idée. Ansari prit une assurance de 250 000 livres. Si quelque chose arrivait au restaurant, comme un incendie, il pourrait toucher l'argent, mais cela signifiait que le commerce devait être détruit. Il fit appel à 2 autres personnes. Shabazz Khan, 25 ans, boulanger au magasin vivant avec lui, et Miwish Yassine, 25 ans, une amie de Birmingham. Ils affirment plus tard qu'ils pensaient qu'il ne s'agirait que d'un petit feu contrôlé. Mais ce qui se produisit fut bien pire. Dans la nuit du 28 août, Yassine conduisit Khan et Ansari au magasin. Ils transportaient environ 17 litres, 3,7 gallons d'essence. Les caméras de surveillance ont ensuite filmé les 3 arrivants. Yassine resta dans la voiture tandis que les 2 autres entraient. Khan déclara à la police qu'Ansari lui avait ordonné de verser de l'essence à l'étage. Une fois terminé, Ansari lui dit de sortir par l'arrière et d'attendre dans une ruelle voisine où Yassine était garé. Ansari disait qu'il les suivrait, mais quelques minutes plus tard, à 2h22, le magasin explosa. La boule de feu déchira le bâtiment, brisant les fenêtres et projetant des débris sur la route. Les voisins pensèrent à une attaque terroriste. Le bâtiment s'effondra et les structures voisines furent endommagées. Khan réussit à s'en sortir vivant, mais Ansari non. Son corps fut découvert le lendemain sous les décombres de la cuisine. Il était soit resté trop longtemps pour terminer le travail, soit n'avait pas pu s'échapper à temps. Au début, la police pensait que personne n'était à l'intérieur, mais la découverte des restes d'Ansari changea tout. Des témoins racontèrent avoir vu une Kia argentée garée près des lieux. Cette voiture appartenait à Yassine. Khan fut arrêté peu après, avec 1255 livres en liquide sur lui qu'il prétendit être ses économies. Tous deux nièrent toute implication, mais les preuves s'accumulèrent rapidement. Les images de vidéosurveillance, les témoignages et les analyses judiciaires montrèrent qu'il s'agissait d'un incendie criminel planifié qui avait dégénéré. Les experts confirmèrent que 17 litres d'essence avaient été utilisés, bien trop pour un petit feu. Les procureurs affirmèrent que Khan et Yassine n'avaient peut-être pas voulu causer la mort d'Ansari, mais leurs actes étaient imprudents et mettaient des vies en danger. Au tribunal de Leicester Crown Court, tous deux furent inculpés d'homicide involontaire, d'incendie criminel et de mise en danger de la vie d'autrui. Khan insista sur le fait qu'il pensait que ce serait mineur, mais les procureurs argumentèrent que verser une telle quantité de carburant dans un bâtiment ne pouvait jamais rester un petit incident. Les deux furent reconnus coupables et condamnés à 8 ans de prison. Le détective en chef Mick Bay qualifia cela de dévastateur, soulignant qu'Ansari
Ansari avait perdu la vie et que 2 autres familles faisaient maintenant face aux conséquences judiciaires. Le frère d'Ansari ajoutant que même si la justice avait été rendue, la douleur ne disparaîtrait jamais. Ce qui avait commencé comme un plan d'assurance se termina par la mort d'un homme, l'emprisonnement de 2 autres et un quartier secoué par une destruction qui aurait facilement pu coûter encore plus de vies. Le jour de Thanksgiving 2019, Ronald Sear, un homme de 65 ans résidant à Van Buren, dans le Maine, a perdu la vie à cause du système de sécurité artisanale qu'il avait conçu pour se protéger. Figure respectée de sa communauté, Ronald était bien connu pour sa passion pour la restauration de voitures classiques et son entreprise florissante de fourniture de pièces automobiles sur mesure à travers le comté d'Aroostook. Il était décrit comme un frère généreux, un oncle dévoué et quelqu'un qui avait transformé sa passion en une profession respectée. Cependant, sous son apparence amicale se cachaient des années de frustration et de peur, motivées par ce qu'il croyait être une série de cambriolages à son domicile, associés à un sentiment d'abandon de la part des autorités qui, selon lui, avaient ignoré ses plaintes. Les inquiétudes de Ronald concernant des vols répétés, y compris des outils et des fournitures automobiles disparues, l'avaient conduit à prendre des mesures de plus en plus désespérées. Selon ses frères et sœurs, il se méfiait de la police locale qui, selon lui, ne prenait pas ses signalements au sérieux, le traitant même comme s'il était sénile. Se sentant impuissant et sans soutien, Ronald a eu recours à des moyens extrêmes pour défendre sa propriété. Il a commencé à installer des clôtures et des caméras de sécurité. Mais lorsque ses efforts n'ont pas apaisé ses craintes, il a construit une série de pièges autour de sa maison, y compris un dispositif particulièrement mortel relié à sa porte d'entrée. Cette invention, conçue pour tirer avec une arme de poing au moment où la porte s'ouvrait, était destinée à arrêter tout intrus qui oserait entrer. Dans la soirée du 28 novembre 2019, Ronald était chez lui lorsque la tragédie a frappé, dans un moment qui reste flou, que ce soit par une glissade, un oubli d'une étape ou une action involontaire, il a déclenché son propre dispositif mortel. L'arme de poing a tiré immédiatement, le touchant et lui infligeant une blessure critique. Malgré sa blessure, Ronald a réussi à composer le 911, rapportant calmement qu'il avait été blessé par balle. L'officier Chandler Mador ainsi que des ambulanciers du service d'ambulance de Van Buren ont répondu à l'urgence, mais malgré leur arrivée rapide et leurs efforts pour le sauver, Ronald a succombé à ses blessures sur les lieux ou peu après. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ont découvert non seulement la porte piégée par une arme à feu, mais aussi plusieurs autres dispositifs inconnus éparpillés dans la résidence. Préoccupés par le danger potentiel de ces engins, les policiers ont fait appel à l'unité de déminage de la police d'État du Maine, qui a travaillé jusqu'aux premières heures du 29 novembre pour sécuriser la zone et enquêter sur la scène. Les autorités ont déterminé que la mort de Ronald était accidentelle, résultant du déclenchement involontaire de l'un de ses propres dispositifs artisanaux. Les enquêteurs ont également confirmé la présence de pièges supplémentaires, montrant l'étendue de la peur de Ronald et les mesures extrêmes qu'il avait prises pour se sentir en sécurité. La mort de Ronald est un témoignage sombre des dangers de la défense à domicile sans l'expertise nécessaire. Bien que ses actions aient été motivées par une peur sincère des cambriolages et un sentiment de ne pas être entendu, les mesures qu'il a adoptées étaient dangereusement excessives et tragiquement mal avisées. Mettre en place des dispositifs dans votre maison pour la protéger des intrus est illégal aux États-Unis si ces dispositifs peuvent infliger des blessures. Il y a plusieurs raisons à cela, toutes découlant du fait que la vie est considérée comme plus précieuse que la propriété. Premièrement, les pièges peuvent infliger des blessures accidentelles. Deuxièmement, ils ne peuvent pas faire la distinction entre les cibles. Même si le piège est destiné à un criminel, la personne qui le met en place ne peut pas décider de la punition malgré son droit de protéger son domicile. Cette fin ironique et évitable, mourir par le dispositif même destiné à le protéger, sert de mise en garde sévère contre les dangers de l'utilisation de pièges mortels pour l'autodéfense. En cherchant la sécurité, Ronald a involontairement créé la plus grande menace pour sa propre vie, transformant sa maison en un lieu de risque mortel plutôt qu'un refuge. C'était le 6 juillet 2025 dans le comté d'Indian River, en Floride. Il était environ 16h30 et la chaleur estivale était intense. La circulation sur l'Interstate 95 était dense, car de nombreuses personnes voyageaient pour le week-end du 4 juillet. Sur les voies en direction du sud se trouvait Frank G. Quinn, 87 ans, un homme du Vermont qui faisait un voyage en voiture à travers le pays. Frank n'était pas connu pour prendre des risques. Il était calme, respectueux et toujours serein. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu a tout changé. En conduisant, Frank a remarqué une tortue qui traversait lentement la route. La plupart des gens l'auraient peut-être ignorée, supposant qu'elle s'en sortirait saine et sauve, mais pas Frank. Il se souciait profondément des êtres vivants et ne supportait pas l'idée que la tortue se blesse. Sans hésiter,
Il s'est garé sur l'accotement droit de l'autoroute. Malgré le trafic rapide, avec des voitures roulant à plus de 110 km/h, Frank est sorti de son véhicule. Il a attendu un moment propice et a commencé à traverser l'autoroute à pied pour aider la tortue. C'était une décision altruiste, mais qui allait bientôt virer au tragique. Au même moment, une femme au volant d'une Mazda CX-9 2020 s'approchait sur la voie du milieu. Elle a vu Frank et a ralenti pour l'éviter. Mais derrière elle, un pick-up Dodge 3520 conduit par un homme de 53 ans de Porcin. Lucie n'a pas ralenti à temps. Le camion a percuté l'arrière de la Mazda à grande vitesse. La force de l'impact a projeté la Mazda hors de la route et dans une clôture voisine. La conductrice de la Mazda a été secouée mais pas blessée. Malheureusement, ce n'était pas la fin. Le pick-up a continué sa course après l'impact et a percuté Frank. Le choc a été si violent qu'il l'a projeté à travers la route et il a atterri sur l'accotement gauche de l'autoroute. En quelques secondes, un homme bienveillant qui essayait d'aider un animal avait perdu la vie dans une chaîne d'événements tragiques. Les secours sont arrivés rapidement, mais Frank a été déclaré mort sur les lieux. Ses proches, qui se trouvaient à proximité, ont été dévastés. Ils ont dû assister à la perte de quelqu'un qui n'avait fait qu'essayer de faire le bien. Étrangement, personne d'autre impliqué dans l'accident n'a été blessé. La femme dans la Mazda s'en est sortie indemne. L'homme au volant du pick-up était également sain et sauf. Mais malgré le fait que tout le monde soit sain et sauf, le résultat ne pouvait pas être annulé. Les autorités ont fermé les voies en direction du sud de l'Interstate 95 pendant des heures. Les conducteurs sont restés coincés sur l'autoroute, attendant sa réouverture. Mais pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé, le souvenir durable n'était pas le retard. C'était celui de l'homme qui est mort en faisant quelque chose de bien. Quant à la tortue qui a tout déclenché, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Elle a peut-être atteint un endroit sûr ou pas. Cette partie de l'histoire reste inconnue. La mort de Frank Quinn est le résultat d'un moment de sincère compassion. Il n'a pas hésité à agir quand il a vu quelque chose d'impuissant. Et même si cela s'est terminé par une tragédie, cela a montré jusqu'où quelqu'un pouvait aller pour protéger une vie, même aussi petite que celle d'une tortue. Ça fait réfléchir. Un petit choix, un simple instant peut tout changer. Frank a pris un risque pour quelque chose en quoi il croyait. Et pour le meilleur ou pour le pire, cette décision a laissé une empreinte sur tous ceux qui en ont été témoins. Par une journée claire d'avril 1988, une séance de parachutisme de routine en Caroline du Nord s'est terminée par l'une des tragédies les plus déroutantes de l'histoire de ce sport. Evan Lester Maguire, parachutiste chevronné de 35 ans, reconnu pour sa précision et son expérience, a trouvé la mort en chutant de 3200 mètres d'altitude. L'erreur qui lui a coûté la vie était si élémentaire, si évitable, qu'elle a stupéfié même les professionnels les plus aguerris. Evan n'était pas un amateur. Il avait déjà effectué plus de 800 sauts et faisait partie intégrante de la communauté du parachutisme. Le 2 avril, il se trouvait au Franklin County Sports Parachute Center pour filmer un saut en tandem entre un élève et un instructeur. C'était son 3e saut de la journée et il avait déjà réalisé cet exercice de nombreuses fois. Filmer depuis le ciel, se déplacer avec adresse et capturer des images en plein vol. Il portait une lourde caméra fixée sur son corps pour enregistrer l'expérience. Mais cette fois, quelque chose a terriblement mal tourné. Dans un moment de distraction ou de confusion, Evan a omis de sécuriser un élément absolument essentiel. Le saut a débuté comme prévu. Evan a quitté l'avion juste avant l'élève et l'instructeur, sa caméra filmant leur descente. Tout semblait normal. Mais au moment où il aurait dû déployer son parachute, l'image a commencé à trembler. La main d'Evan est apparue dans le champ, cherchant instinctivement une poignée qui n'était pas là. La réalisation a été soudaine, irréversible. Ces derniers mots enregistrés furent 4 syllabes dévastatrices. « Oh mon Dieu, non !» La caméra a continué à tourner alors qu'Evan chutait, impuissant vers le sol. Il n'avait ni parachute de secours, ni seconde chance. Son corps a été retrouvé dans une zone boisée à environ 2,5 km du terrain d'aviation. Les images qu'il avait laissées ont confirmé aux enquêteurs ce qu'aucun témoin au sol n'aurait pu imaginer. Un professionnel expérimenté avait sauté d'un avion sans aucun moyen de survivre. Les enquêteurs ont envisagé que le poids et la sensation du harnais de la caméra aient pu donner l'illusion d'un parachute sur son dos. Ce fut une défaillance catastrophique de vigilance, un manquement aux habitudes, à la supervision et à la communication. La réglementation numéro 105 stipule qu'un pilote doit vérifier que chaque parachutiste à bord est équipé d'un parachute. Pourtant, lors de ce vol fatidique, personne ne s'en est aperçu. Ni le pilote, ni les autres passagers n'ont remarqué qu'Evan, le caméraman expérimenté, manquait de l'élément vital à sa survie. Les autorités ont immédiatement écarté toute hypothèse de suicide ou de sabotage. Ce n'était ni un acte délibéré, ni une défaillance technique, mais bien un oubli tragique. L'inspecteur de la FAA, Walter
Peter Rigsby a rappelé que le pilote porte la responsabilité légale de vérifier que chaque sauteur est correctement équipé avant de quitter l'avion. Malgré cette obligation, Ivan a pu sauter sans parachute. Le pilote, Mark Lumen, a été interrogé. Il était clair que personne n'avait voulu nuire à Ivan, mais la faille dans le protocole était flagrante. Nancy Fiard, l'épouse du propriétaire du centre, a confirmé ce que d'autres avaient dit. Personne à bord n'avait remarqué qu'Ivan n'était pas équipé. Si quelqu'un avait regardé attentivement, sa vie aurait pu être sauvée. Un simple instant d'inattention peut être dû au caractère routinier du saut ou à la certitude qu'Ivan, plus que quiconque savait ce qu'il faisait, lui a coûté la vie. La mort d'Ivan a choqué la communauté du parachutisme. Qu'une personne de son expérience meure d'une manière aussi évitable a été un rappel brutal. Aucune formation, aussi poussée soit-elle, ne peut compenser l'erreur humaine si les contrôles de sécurité sont négligés. Ce n'était pas un accident imprévisible. Ce n'était pas une panne mécanique. C'était simplement un homme qui avait oublié son parachute, et personne pour s'en apercevoir. Cet incident reste l'un des exemples les plus étranges et tragiques de complaisance dans les sports extrêmes. Il a mis en lumière les failles dans les vérifications de matériel et dans la culture de familiarité et de confiance entre parachutistes aguerris. Ivan Maguire n'aurait jamais dû mourir ce jour-là. Et pourtant, il est mort. Son ultime enregistrement demeure aujourd'hui une leçon glaçante sur la manière dont un simple oubli peut devenir fatal. Nous sommes le 7 janvier 2015, à Stretford, dans le Grand Manchester. Joshua Harrison Jones, âgé de 16 ans, venait de passer la journée à faire du shopping avec sa grand-mère. Il est rentré à la maison heureux et impatient de visiter des universités cet été-là. Joshua était en première année d'études en psychologie du sport au Salford City College. C'était un élève appliqué, travailleur, déterminé à obtenir les meilleures notes. Passionné par le fitness, il passait également beaucoup de temps à s'entraîner chez lui. Ce soir-là semblait parfaitement normal. Joshua prévoyait de faire un entraînement dans sa chambre avec le matériel qu'il avait installé. Ce n'était pas une salle de sport complète, mais cela lui permettait de soulever des poids. Il avait pris l'habitude d'utiliser un pyjama, une pièce en tissu souple, un onesie, comme une bande élastique artisanale. Il l'attachait à la machine pour créer une tension pendant ses séances. Sa famille et ses amis confirmaient qu'il faisait cela régulièrement. Vers 21h30, sa grand-mère l'appela pour lui dire qu'elle partait chercher sa mère, Stéphanie, à la sortie du travail. Joshua s'inquiétait souvent que sa mère rentre seule à pied dans l'obscurité. Au téléphone, il riait et plaisantait. Tout semblait aller bien. Ce fut la dernière conversation qu'il eut avec quelqu'un. Un peu après 22h, Joshua, seul dans sa chambre, entama un nouvel entraînement. Il attacha les onesie à son banc de musculation et commença à soulever des poids. Mais au cours de la séance, le tissu se retrouva autour de son cou et se coinça entre son corps et l'appareil. La tension se resserra, l'emprisonnant. Il tenta de se libérer sans succès. Peu à peu, il perdit connaissance. À 22h30, sa sœur entra dans la chambre et le trouva inconscient. Elle utilisa rapidement son iPad pour appeler des membres de la famille à l'aide. Sa mère, qui venait de terminer son service, remarqua plusieurs appels manqués. En rappelant l'un d'eux, elle n'eut pas de réponse. Puis son frère l'appela pour lui dire qu'il s'était passé quelque chose. Joshua avait eu un grave accident. Stéphanie se précipita vers la maison, mais la police la récupéra en chemin. À leur arrivée, les secours étaient déjà sur place et tentaient de réanimer Joshua. La famille aida jusqu'à ce que les équipes médicales prennent le relais, mais à l'hôpital, il était déjà trop tard. Joshua fut déclaré mort peu après. La police du Grand Manchester ouvrit une enquête. L'inspectrice Cheryl Hughes déclara que la chambre de Joshua ressemblait à celle de n'importe quel adolescent, en désordre, mais normal. Aucun signe d'effraction, aucune note, rien de suspect sur ses réseaux sociaux. Le onesie était toujours attaché à l'appareil. Les enquêteurs apprirent que Joshua l'avait déjà utilisé lors de ses séances. Ses amis le confirmèrent. Le coroner, John Pard, conclut à un accident. Aucun élément ne laissait penser que Joshua avait voulu se faire du mal. Il avait probablement perdu connaissance rapidement à cause de la pression exercée sur son cou. La cause du décès fut identifiée comme une asphyxie mécanique. Sa famille, dévastée, le décrivit comme un jeune homme déterminé et bienveillant qui cherchait toujours à se surpasser, que ce soit à l'école ou dans le sport. Ses professeurs du Salford City College se souvenaient de lui comme d'un excellent étudiant, toujours prêt à aider ses camarades, passionné par la psychologie du sport. Sa grand-mère, elle, se rappelait à quel point il avait été joyeux ce jour-là, parlant de son avenir et de ses prochaines visites d'université. Rien ne laissait présager ce drame. Cet appel de 22h30 a tout changé. L'inspectrice Hughes précisa que, d'après leurs recherches, utiliser des vêtements souples comme un onesie pour créer de la résistance dans un entraînement à domicile n'était pas inhabituel.
habituel, mais que ce n'était pas conçu pour supporter ce type de tension, et donc pas sûr. La mort de Joshua ne résultait pas de la négligence ni d'un choix imprudent. C'était une simple tentative ingénieuse qui a tragiquement mal tourné. Il avait 16 ans, un grand potentiel et un avenir prometteur. Personne n'aurait pu prévoir une telle fin. C'était le 15 octobre 2011 dans le canyon Spanish Fork, Utah. 3 adolescentes, Essa Ricker, 15 ans, son amie Kelsey Webster, également 15 ans, et la jeune sœur de Kelsey, Savannah, 13 ans, étaient sorties pour prendre des photos. C'était un après-midi d'automne calme, mais elles ont choisi un lieu dangereux, les voies ferrées près du Covered Bridge Canyon. Quelques minutes avant que la tragédie ne frappe, Savannah a posté sur Facebook, debout juste à côté d'un train, « Haha, c'est génial !» Elles étaient excitées, prenaient des selfies et créaient des souvenirs, sans se rendre compte du danger du lieu. Essa et Kelsey fréquentaient le Diamond Fork Junior High School. Savannah venait juste d'emménager depuis Sonora, Californie, 2 mois plus tôt. La famille les décrivait comme des filles heureuses et gentilles. Ce jour-là, elles étaient fascinées par la taille des trains et voulaient prendre des photos avec eux. Le canyon Spanish Fork connaît un trafic ferroviaire intense. 2 voies parallèles y passent côte à côte. Les habitants savaient qu'une fois qu'un train passait, un autre pouvait arriver rapidement dans la direction opposée. La résidente Mary Scobell expliqua plus tard, « Nous disons toujours aux visiteurs, si un train passe, ne montez pas encore sur les voies. » Mais les filles ignoraient ce risque. Vers 18h40, un train de l'Utah Railway en direction ouest est arrivé. Les filles se tenaient entre les voies, souriantes, faisant signe au conducteur et prenant des selfies. Derrière elles, un second train approchait déjà, un immense train de fret Union Pacific venant de la direction opposée. Ses phares apparaissaient en arrière-plan de leurs photos. Elles se tenaient dans ce que les autorités ont ensuite appelé une zone dangereuse, un espace étroit entre 2 trains avec seulement 3 à 4 pieds de dégagement. Quand un train passe, la turbulence qu'il crée peut faire perdre l'équilibre. À l'intérieur du train Union Pacific en direction est se trouvait l'ingénieur Michael Anderson et le conducteur John Anderson. Michael a aperçu les filles et a immédiatement sonné du klaxon. Les 2 hommes criaient. Pendant environ 12 secondes, ils ont observé. Impuissant. À 88 km/h, un train a besoin de plus d'1 mile pour s'arrêter. Même avec les freins d'urgence, le klaxon continuait de retentir. Mais les filles ne l'entendaient pas à cause du bruit. Le train les a percutées. Lorsque le train s'est enfin arrêté un quart de mile plus loin, John était revenu en courant. Savannah était vivante mais gravement blessée. Fracture, hémorragie interne et traumatisme crânien sévère. John était resté avec elle jusqu'à l'arrivée des secours, lui disant qu'elle irait bien. Savannah a été transportée d'urgence au Primary Children's Medical Center. Les médecins ont pratiqué des interventions chirurgicales et l'ont placée en soins intensifs. Elle a survécu 3 jours, mais ses blessures cérébrales étaient trop graves. Le 18 octobre, sa famille a décidé de la laisser partir. Ses organes ont été donnés. La communauté était bouleversée. Les élèves ont porté leurs plus beaux vêtements en mémoire des filles. Une page Facebook a été créée et des conseillers ont été mis à disposition. Leur grand-mère a déclaré qu'elles étaient simplement 3 filles adorables qui aimaient l'automne. Les enquêteurs ont confirmé plus tard qu'au moins 2 trains avaient percuté les filles. Le bruit d'un train avait masqué celui de l'autre. Elles pensaient être prudentes, mais le danger était caché. Pour Michael et John, le traumatisme a été durable. John se souvenait avoir couru en arrière et trouvé Savannah vivante. Union Pacific leur a donné accès à des séances de soutien psychologique et Michael est devenu plus tard bénévole en soutien pour d'autres équipages de train. Des années plus tard, leur histoire a été utilisée dans des campagnes de sécurité ferroviaire. Union Pacific a publié des vidéos avertissant contre la prise de photos près des voies. Le message, les trains sont plus silencieux et plus proches qu'on ne le pense et ils ne peuvent pas s'arrêter à temps. Essa Ricker, Kelsey Webster, Savannah Webster, 3 jeunes vies emportées en quelques secondes. Ce fut l'un des événements les plus ironiquement tragiques et involontairement salvateurs de l'histoire du terrorisme. Une militante porteuse de bombes, non identifiée, que l'on croit faire partie d'un groupe islamiste militant, a trouvé la mort le soir du Nouvel An 2010 à Moscou, en Russie. Connue uniquement sous le nom de Veuve Noire, elle avait méticuleusement préparé une attaque qui, si elle avait réussi, aurait déchaîné l'horreur sur l'un des monuments les plus célèbres du monde, la Place Rouge. Ce site historique, s'étendant sur près de 73 000 mètres carrés au cœur de Moscou et bordé par des structures emblématiques comme la cathédrale Saint-Basile et le Kremlin, était rempli de milliers de fêtards se préparant à célébrer le passage à la nouvelle année. Le plan de la femme était d'entrer sur la place bondée, vêtue d'une ceinture explosive, et de la faire détonner à distance via un message texte envoyé par son complice, Zeinat Souyunova, 24 ans, au moment précis où le plus grand nombre de victimes pouvaient être infligées. Comme c'est la pratique courante chez les insurgés et les terroristes, la ceinture explosive était câblée à un détonateur de téléphone portable, permettant aux complices d'activer l'engin en envoyant un message texte. L'après-midi du 31 décembre, la femme et ses 2 complices se trouvaient dans une planque à Moscou, effectuant les dernières préparations. Ils avaient déjà allumé le téléphone portable qui devait servir de déclencheur de détonation. Une erreur critique, car les cellules terroristes sont généralement méticuleuses à garder de tels appareils éteints jusqu'aux instants précédant une attaque pour éviter toute détonation accidentelle. Faisant preuve d'une étourdissante négligence, le
téléphone est resté actif pendant qu'ils organisaient les derniers détails de la mission. Le destin est intervenu dans un rebondissement presque absurde. Alors que la femme se tenait dans sa cachette avec la bombe attachée à son corps, un SMS promotionnel automatisé de joyeux nouvel an a été envoyé par son opérateur de téléphonie mobile. Le message spam, destiné à répandre la bonne humeur festive, a instantanément activé le détonateur basé sur le téléphone. La ceinture a explosé avec une force dévastatrice, tuant la future kamikaze sur le coup et réduisant l'intérieur de la planque à une scène de chaos. Ces deux complices ont survécu à l'explosion et ont fui les lieux avant l'arrivée des autorités, laissant derrière eux une scène macabre. Des sources sécuritaires ont confirmé plus tard que la femme non identifiée était soupçonnée d'être liée à la même cellule islamiste radicale responsable de l'attentat meurtrier à l'aéroport Domodedovo de Moscou quelques jours plus tôt, une attaque qui avait fait 35 morts. La mort prématurée de la femme a non seulement mis en lumière la négligence stupéfiante du groupe, mais a également révélé comment une simple inattention et un message spam aléatoire pouvaient faire échouer un acte de violence de masse méticuleusement planifié. Les autorités russes ont souligné comment l'incapacité des terroristes à respecter leurs propres protocoles de sécurité opérationnelle de base, tels que l'insertion de la carte SIM au dernier moment seulement ou le maintien du téléphone éteint, a finalement déjoué leur propre complot. Cet incident, cependant, a épargné des centaines de personnes innocentes qui se seraient rassemblées sur la place rouge pour le compte à rebours du Nouvel An. Cet incident bizarre est devenu un rappel brutal de la façon dont un seul acte imprudent ou un coup du sort imprévu peut transformer une atrocité méticuleusement planifiée en un désastre et comment, dans ce cas, la négligence et le destin se sont combinés pour sauver d'innombrables vies. C'était le jour de Noël, le 25 décembre 2007, à San Francisco, en Californie. Alors que le zoo de San Francisco commençait à fermer vers 17h, ce qui aurait dû être une soirée de vacances tranquille s'est rapidement transformé en quelque chose de terrifiant pour trois jeunes hommes. Carlos Eduardo Souza Jr., 17 ans, de San José, avait passé la journée au zoo avec ses amis Amritpal, Paul Dhaliwal, 19 ans, et Kulbir Dhaliwal, 23 ans. Leur visite avait commencé comme une excursion normale, mais à la fin de la journée, les choses avaient terriblement mal tourné. Plus tôt dans l'après-midi, les trois amis s'étaient rendus à l'enclos des tigres de Sibérie. À l'intérieur se trouvait Tatiana, une tigresse de 160 kg sans antécédent d'agressivité connu. Mais plusieurs témoins oculaires ont rapporté que le groupe avait été vu en train de crier, de gesticuler et peut-être de lancer des objets sur la tigresse, ce qui l'avait rendue furieuse. D'une manière ou d'une autre, Tatiana a réussi à s'échapper, ce que personne ne croyait possible. L'enclos avait des douves et un mur de près de 3,6 mètres de haut. Il répondait à toutes les normes de sécurité. Pourtant, Tatiana est sortie. Certaines théories suggèrent que la tigresse aurait pu sauter ou escalader le mur, peut-être poussée par de nouvelles provocations ou par quelqu'un qui s'était trop penché, mais rien n'a été confirmé. Une fois libre, Tatiana s'en est prise au groupe. Carlos a été le premier à être attaqué. Ses blessures étaient graves. Il a subi de profondes plaies à la tête, au cou et à la poitrine. Sa veine jugulaire a été endommagée et il a eu des blessures au crâne et à la colonne vertébrale. Il est mort près de l'enclos du tigre. Les frères Dhaliwal ont couru sur près de 300 mètres jusqu'au café du zoo pour demander de l'aide. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. Les employés ont fermé les portes, ne réalisant pas ce qui se passait. Kulbir a crié à l'aide, demandant des serviettes et une ambulance, suppliant quelqu'un de sauver son jeune frère qui avait été gravement blessé. Des appels d'urgence ont été passés quelques minutes seulement après l'attaque. À 17h08, un homme que l'on pense être Kulbir a signalé que son frère avait été mordu. Mais au début, le personnel du zoo n'a pas pris l'appel au sérieux. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'une farce ou que les appelants étaient confus. Ils ne réalisaient pas que Tatiana était réellement sortie de sa cage. Lorsque la police est finalement arrivée, elle n'a pas été autorisée à entrer dans le zoo tout de suite. Le service de sécurité les a retenus pendant 16 minutes, craignant que le tigre ne s'échappe dans la ville. Lorsque les agents sont finalement entrés, ils ont trouvé Tatiana près des deux frères. La tigresse s'est tournée vers eux. Pour mettre fin au danger, les agents lui ont tiré une balle dans le front et l'ont tuée. Après que Tatiana ait été abattue, une plus grande confusion a suivi. Certains agents pensaient que d'autres tigres s'étaient peut-être également échappés. Ils ont utilisé des équipements de vision nocturne et des armes lourdes, fouillant la zone pendant 18 minutes de plus avant de se rendre compte que Tatiana était la seule à s'être échappée. La mort de Carlos Souza a choqué sa famille et ses amis. Ses funérailles ont été calmes et remplies de douleur. Sa mère a dit qu'elle voulait juste comprendre ce qui s'était passé. Elle ne pensait pas à des poursuites judiciaires, mais seulement à obtenir des réponses. Les frères Dhaliwal ont également été profondément affectés. Paul a eu de graves blessures, tandis que Kulbir, bien que moins blessé physiquement, a été mentalement ébranlé. Les deux ont par la suite intenté une action en justice contre le zoo, affirmant que l'enclos n'était pas suffisamment sécurisé. Le zoo a finalement amélioré la sécurité. Ils ont surélevé les murs et ajouté des clôtures électrifiées, mais il était trop tard. Un jeune de 17 ans avait perdu la vie et deux autres porteraient les cicatrices, à la fois physiques et émotionnelles,
pour le reste de leur vie. La mort de Tatiana a suscité des réactions mitigées. Certains ont blâmé le zoo, d'autres ont considéré le tigre comme un animal sauvage réagissant au stress. Mais ce qui ressort le plus, c'est la perte d'une jeune vie et le traumatisme durable qui a été laissé derrière. Le zoo de San Francisco a rouvert en 2008 avec de nouvelles mesures de sécurité, mais les dégâts ne pouvaient pas être réparés. Des monuments commémoratifs ont été érigés en l'honneur de Carlos et les événements de cette journée sont devenus une partie permanente de l'histoire du zoo.